Salut Charlot, j'espère que tu vas bien. Comment ça va aujourd'hui? Salut Boris. Bah écoute, ça va super, content de te retrouver. Ouais, bah écoute, pareil, ça fait un petit moment que je te suis sur les réseaux et que j'avais envie d'avoir cette conversation avec toi sur l'alignement. Mhm. Pour un petit mot d'introduction, moi J'aime bien, tu sais, toujours un peu introduire aussi ce qui m'a amené à inviter chaque invité sur l'alignement. Moi, ce qui m'a parlé, je t'ai découvert sur LinkedIn. T'es très actif sur LinkedIn, on en parlera. Ce qui m'a parlé avec ce que tu partages, c'est que t'es quelqu'un qui incarne vraiment une valeur forte qui, moi, m'est très chère, c'est l'authenticité, la vulnérabilité, le fait de, voilà, d'avoir des conversations, des posts que tu partages très authentiques. Et moi, en tout cas, c'est ce qui m'a amené à me dire, ok, j'ai envie d'avoir une conversation avec Charlot aujourd'hui. Donc, voilà, pour le petit prétexte d'invitation, tout partager à mes invités. Yes. Bah écoute, merci, merci pour ça, Boris. Ça fait plaisir d'être reconnu. Je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas d'être vu pour ça ou à travers ça. C'est des mots Hmm. qui me parlent, qui me touchent et, euh, et j'ai vraiment apprécié la manière dont tu m'as contacté, le premier échange qu'on a eu aussi quand on a parlé d'alignement. Hmm. Et donc c'était un plaisir d'accepter ton invitation, une Eh ben, évidence. écoute, génial. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est, moi, j'aime bien toujours m'intéresser au parcours de mes invités. Le podcast Mhm. s'appelle L'alignement. Donc, toi, il y a cette notion de la quête d'une vie et au final, qu'est-ce qui nous amène à être la personne qu'on est là aujourd'hui? Toi, qu'est-ce qui t'amène à aujourd'hui être coach d'entrepreneur, de cadre supérieur, de solopreneur? T'as un parcours qui est riche. Peut-être tu peux en parler. T'es passé de la cuisine au milieu de la tech, au design, pour après devenir coach. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette carrière multifacette? Waouh. Vaste question pour démarrer. Ouais, c'est la vaste question. Et puis, il y a, il y a plein de points d'entrée. Euh, J'aime cette phrase de Steve Jobs qui dit We connect the dots only looking backward. Donc, on peut Hmm. connecter les points seulement une fois que. Enfin, on va pas faire parler que en citation, même si je suis sûr que c'est seulement les premières de la journée. Mais la lanterne n'éclaire que le chemin parcouru. Et donc c'est Hmm. seulement aujourd'hui où, là on parle de ma vie, mais ça peut être pour n'importe qui, c'est en se retournant que tu dis, bah, ah ouais, putain, en fait là ça avait du sens. J'ai Hmm. fait ça parce que ça je l'ai arrêté, parce que j'avais peur d'eux, puis j'en avais marre d'eux, et donc j'ai fait ça pour changer de machin. Et donc c'est toujours une notion de fuir quelque chose, aller chercher quelque chose d'autre, un peu. Hmm. Super intéressant. Euh, Qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as, du coup, qu'est-ce que t'as fui dans tes différentes étapes dans ton parcours? Peut-être pour Voilà. enchaîner là-dessus. Si je vais juste sur mon intuition, le premier mot qui m'est venu, c'est l'ennui. J'ai fui Ah, ok. l'ennui. Euh, qui est un, qui est un ennemi intéressant, un peu sournois quand même, l'ennui. On veut pas s'ennuyer. Euh, Quand on s'ennuie, tu vois, je pense gamin, quand tu t'ennuies, tu peux être en échec scolaire parce que tu t'ennuies. L'ennui ici, ça peut être quelque chose qui te fait qui t'écarte du succès parce que parfois on voit que quand on veut aller vers une certaine forme de succès, ben souvent on va faire des choses qui sont répétitives ou tu vois Hmm. deliberate practice. Là, je pense à j'ai une guitare derrière moi, si tu vas apprendre la guitare, les grands guitaristes, c'est-à-dire pas moi, ils font des trucs ennuyants, enfin du solfège par exemple tous les jours, des gammes tous les jours, des gammes. Ouais. Dans le business, il y a certaines actions répétitives, quotidiennes qui peuvent être un peu boring. Donc je pense que l'ennui, en fait, il a cette espèce de double facette où de l'autre côté de l'ennui, qu'est-ce qu'il y a un sentiment peut-être d'accomplissement. C'est pas que la quête de nouveauté, je pense qu'il y a quelque chose de plus. Mais bon, sans trop rentrer dans les détails, il y a quelque chose de l'autre côté de l'ennui qu'on cherche. Hmm. Euh, mais ça peut aussi être, tu vois, je
je suis rentré en première S parce que c'est ce qu'il fallait. Faire un bac S, en tout cas dans mon environnement, c'était rassurant, c'était Hmm. structurant, ça ouvrait plein de possibilités. Puis au bout d'un mois en première S, je suis parti en première L parce que je voyais les gens faire de la peinture et j'étais là, ouah, j'ai trop envie d'aller faire Grand ça, ils ont l'air trop écart. cool. Ouais, grand écart. Mais la pratique artistique, j'ai pas été freiné par rapport à ça, mais il y avait quand même une notion de peur autour de ça, qui était de dire, bon, si tu fais une école d'art, en gros, tu vas te retrouver à 22 ans sans job et avec, tu devras 50K à ton banquier. Hmm. J'ai fui ça pour aller vers quelque chose de plus rassurant pour les autres, pour moi, pour les attentes. Euh, donc ça, par exemple, ça, je l'ai fui, tu vois. Fuir. Hmm. Mais bon, on peut partir loin, mais la peur est un masque du désir. Donc, Hmm. euh, je m'arrête là parce que sinon, franchement, Ouais. je peux tenir le crachoir pendant 25 minutes sur juste ça. Mais du coup, Euh, ouais, donc tu pars de, donc tu vas en bac S pendant un mois, tu vas après en L, derrière ouais. t'enchaînes directement sur, on va dire une carrière dans la cuisine à haut niveau, c'est ça? Ouais, c'est vrai que ça date un peu, hein, quand là, on est en train de parler de mon bac, de mon bac, mais c'était il y a 20 ans quand même. Euh, Et d'abord, je suis entré en fac d'éco parce que c'était un peu safe, c'était à portée de main et Ouais. euh, j'ai- je bossais je bossais dans un bar. On avait 19 ans, on rigolait bien. Et puis un jour, je me suis dit, ben, je me vois pas. Tu vois, je bossais avec des mecs qui avaient 28 ans, qui faisaient la même chose que moi, et je me voyais pas continuer à faire ça à cet âge-là. Et moi, je suis l'aîné d'une famille de quatre. Parents divorcés à 15 ans, redivorce à 30 de ma mère sur une seconde fratrie, où cette fois on était Ok. 7 demi-frères et sœurs. Et du coup, sur le premier divorce, je pense que j'ai toujours, tu vois, je me suis toujours donné un peu un rôle d'aîné et la volonté d'être responsable, de porter des choses, de pas être une Hmm. contrainte pour mes parents, même si j'avais des aspirations un peu farfelues. L'envie de faire les choses bien, de pas être un poids mais du coup, ben, euh, t'as 30 ans depuis que t'as 15 ans un peu. Donc il y a cette Hmm. logique d'assurer un max. Là, j'ai payé Ouais, je des impôts pour comprends. la première fois, j'avais 19 ans. Euh, c'est pas grave, mais c'est pas non plus dans l'ordre des choses pour tout le monde. Et donc cette volonté de prendre une grosse partie de mes responsabilités en tant qu'adulte, je pense elles m'ont fait grandir. Et le coup de ça, c'était peut-être de pas m'investir dans des choses où il y avait une certaine notion de risque. Donc bref, Hmm. T'as euh, choisi hmm, des choix qui te semblaient plus un peu plus safe. sécurisants, pragmatiques par rapport à ce Ouais. que la société peut faire ressortir, quoi. La société, l'environnement proche, et pourtant avec, je pense, une éducation et des parents assez ouverts. Hmm. Mais c'était quand même là quelque part. Et donc à un moment donné, je me dis, mais je vais pas faire encore ça à 28 ans. Parce que je me postais un peu déjà comme bah, être un bon père. Tu vois, je me disais, ma destinée, c'est de cocher les cases pour un jour être un bon père. Hmm. Sauf qu'à un moment donné, je me dis non, ça le fait pas. On s'ennuyait. Et là, j'ai un de mes plus vieux copains. On est toujours potes. Ça fait plus de 30 ans qu'on est copains. Et lui, il drop de Subdeco Bordeaux. Et on se recontacte. Et il me dit écoute, moi, je drop. Je m'ennuie en école de commerce. Je vais monter à Paris faire de l'informatique. Et moi, j'étais là, mais carrément, je me dis moi, j'adore bricoler. J'adore cuisiner, j'adore recevoir des potes, j'adore installer des environnements, le design d'intérieur, les cocktails, le vin, tout ça, machin. Je veux être à mon compte depuis que j'ai 15 ans, vas-y, je vais devenir restaurateur. Et donc on se retrouve à Paris, lui il part à Epitech et moi je pars faire une formation de cuisine, donc je fais un Ok. BEP cuisine, puis derrière j'ai enchaîné sur un BTS hôtellerie-restauration. Euh, Et on était en coloc, tu vois, on vivait à deux. Au début, on était deux, dans 50 mètres carrés, même pas 42, je sais plus. Et on dormait à deux dans la même piole, et pendant 2 ans, on était trois dans la même piole. Mais quand je te dis Ok. une piole, c'est pas une piole taille piole balinaise, hein, c'était une piole de taille Paris 20e. Je vois bien, ouais. Voilà. Mais c'était drôle.
je faisais mes armes en cuisine dans une boîte qui s'appelle La Durée, Ok. qui est aujourd'hui très connue parce qu'il y en a dans tous les aéroports, mais qui était vraiment à taille humaine à cette époque-là. Donc c'était au début de l'expansion de ce groupe qui avait été racheté quelques années avant. Et, euh, et niveau cuisine, ça se passait bien pour moi puisque je me suis retrouvé, ben, tu vois, j'étais premier de l'Académie de Paris. Je me suis retrouvé du coup invité au concours de meilleur apprenti de France. Ok, J'étais donc très haut finaliste du niveau, concours quoi. de meilleur. Dans cette génération-là, ouais, à un certain niveau, tu vois, j'étais en finale avec un gars, Thibaut, qui a fait MasterChef. Enfin, c'est des mecs qui sont au guide Michelin ou Hmm. référencés dans les meilleurs guides aujourd'hui. J'ai gagné un concours à Londres. J'ai eu la chance d'être chef dans un super restaurant en Corse, dans la baie d'Ajaccio. Et en fait, je me disais, tu vois, je voyais cette boîte, la durée, grandir avec une expansion internationale. J'avais une chance, c'était que mon maître d'apprentissage, c'était le chef exécutif. Et que du coup, j'étais vachement exposé. Donc, il y avait la cuisine, l'aspect technique, mais il y avait aussi tout l'aspect business, tu vois, les achats de matière, les achats de matériel, les plans d'expansion de restaurants sur tu vois, des trucs, des installations à Dubaï, à Tokyo, à Londres, des choses comme ça. Et en fait, je me disais, ok, le chef de demain, c'est pas uniquement un artisan, c'est un cadre exécutif. Hmm. Et donc, il est capable de faire du capex, de faire de la masse salariale, des choses comme ça. Et je me suis dit, donc non seulement il y avait ça, mais on parlait de choses que j'avais envie de fuir. Moi, j'avais aussi envie de fuir la cuisine au sens grinder en sous-sol, y compris à Noël et au jour de l'an et à 6 heures du mat le Hmm. samedi. Moi, j'avais pas de life. Ouais, ouais, bah J'avais, tu m'étonnes, ouais. j'avais, j'avais pas de life, tu vois. On avait 20 ans. Alors, mes potes, ils avaient pas de life non plus, mais ils étaient devant un ordinateur et j'avais l'impression qu'ils s'amusaient. Mais ils étaient encore sur leur ordi. Moi, je partais bosser sur les Champs-Élysées. Et parfois, j'allais bosser sur les Champs-Élysées. Je retraversais Paris dans l'autre sens pour aller bosser ailleurs. Et c'était, voilà, ça grindait, quoi. Ouais. Et là, c'est pareil. Je voyais les gars autour de moi. Cette fois-ci, je devais avoir 21 ans. Ça marchait très bien, tu vois. J'avais des médailles et tout ça. Mais je voyais, en fait, les gens devant moi et je voulais pas ressembler. Tu pas ressembler à Il ça, y a, quoi. ouais, il y a très peu de chefs qui m'ont inspiré. Il y en a un particulièrement, c'est Thierry Marx, mais parce qu'il a une profonde. Et je dis pas que c'est le seul, hein, mais parce qu'il était exposé, il faut remonter 15 ans en arrière, à une époque où la cuisine n'a rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui, les restaurants rien à voir. Euh, mais on vivait quand même un truc dur, tu vois. Hmm. Émotionnellement, dans la façon de se parler, à se faire crier dessus, à se crier dessus, à se retrouver parfois, à limite à avoir envie de pleurer, enfermé dans la chambre froide, quoi. Ouais. Ça, C'est ça, c'est- je l'ai fui. c'est la vision qu'on a un peu aussi, je pense beaucoup, hein, moi, pour avoir quelques amis qui bossent en restauration, c'est un milieu qui est dur et qui laisse pas beaucoup de place aussi à la singular, enfin, à vraiment quelque chose de... Ouais, ça dégage une discipline presque militaire, quoi, vu de l'extérieur, et c'est vrai C'est que c'est un milieu martial. qui est difficile, quoi. Ouais. C'est Ouais. martial, pas partout. On va pas parler que de restaurants parce que c'est voilà, mais t'as des restaurants où c'est le dawa et c'est sale, et t'as des restaurants où c'est très clean, mais c'est aussi très martial. Encore une fois, là, on est en 2008. Et donc je veux fuir ça, moi, je me dis, il faut absolument que je fasse autre chose, j'ai besoin de me servir de ma tête, je veux pas qu'on me dise arrête de sourire. J'en ai marre d'entendre des trucs du style t'occupe pas de la couleur du vélo, pédale. Donc moi Mm. j'avais besoin de cogiter, tu vois. Et là je me dis, j'avais vu un programme dans une super école de commerce, j'avais vu ça en faisant mes recherches. Et je me souviens qu'une conseillère d'orientation, j'étais allé voir une conseillère d'orientation, elle avait ouvert le catalogue avec les formations, tu sais, après un BTS, tu peux faire une licence ou un master éventuellement, mais quand tu es en BTS hôtellerie-restauration, la licence déjà, elle est, dans l'imaginaire collectif, elle est loin. Mm. Tu vois, on n'est pas dans un environnement prépa ou école supérieure. Elle me dit, mais mon pauvre garçon, mais en gros, hein, elle me dit, mon pauvre, mais non, c'est pas pour vous, tu vois, ça c'est pour des gens qui ont 30 ans, qui ont déjà un master et tout. Donc je m'assieds là-dessus, quoi, je vais chercher d'autres choses. Et un jour, heureusement, tu vois, le hasard fait bien les choses. Un pote m'appelle et me dit, je suis à la Villette, il y a une conférence sur les formations, tu devrais venir. Je suis avec ma nana, on prend la moto, on y va, et j'arrive là-bas et je vois la dame de cette formation. Et je lui dis, mais madame, moi j'adorerais faire ça, mais je peux pas, j'ai pas de licence. Elle me dit, mais si.
Et là, ça s'enclenche et donc je me retrouve en fait à bom, et je me retrouve à l'ESSEC. Ok. À avoir... Donc je suis passé de BTS sans ma licence à bourriner pour absolument... Pour moi, c'était pas une question de vie ou de mort, mais pas loin, tu vois. C'était un peu une question de salut à ce moment-là. Et j'ai bourriné pour me retrouver là-bas. Et il y avait une forme de fuite à ce moment-là. Je reviens à l'idée de la Hmm. fuite. Qu'est-ce que tu fuis? Qu'est-ce que tu vas chercher, mais qu'est-ce que tu fuis aussi? Euh, et donc voilà, je me retrouve là-bas. Et puis ouais, on peut, je pense, si on va parler que de mon histoire académique, mais on peut, voilà, je m'arrête là deux Non, secondes. non, mais vas-y, carrément, parce que c'est intéressant de comprendre aussi un peu les cheminements. Et puis, moi, ce qui me parle aussi dans ton, tu vois, dans ton parcours aussi, c'est que t'incarnes aussi une vision de, espèce de, voilà, de multipreneur, multipassionné. Et c'est aussi les gens que t'accompagnes aussi qui ont des profils Hmm. assez, on va dire, singuliers, qui se cantonnent pas à une discipline et qui bourrinent souvent sur la même expertise toute leur vie. Toi, t'as été aussi chercher ce qui t'intéressait, tes diverses passions. Et moi, ça me parle, et c'est pour ça que ton parcours, je trouve qu'il est intéressant aussi à partager, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, des fois, se disent, ah putain, bah, je suis bloqué dans un boulot depuis 10 ans, j'ai un autre centre d'intérêt, j'ose pas y aller. Hmm. Alors qu'en fait, tu vois, c'est ce que tu disais, c'est que le fait d'avoir été explorer un peu ce que la vie t'amenait, euh, aujourd'hui, ça fait que tu te retrouves où tu es aujourd'hui, avec les Hmm. différentes facettes que tu as, avec les différentes expertises, avec tes singularités, et ce qui fait aujourd'hui aussi que bah voilà, les gens qui viennent et qui veulent bosser avec toi en tant que coach, au final, ils viennent pour ton parcours, parce qu'ils se reconnaissent peut-être aussi dans ce que tu as fait, dans ce que tu es allé explorer. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, tu vois, de voir que tu as dépassé de la cuisine, après tu t'es dit, ok, j'avais envie d'aller explorer d'autres choses, passant en école du coup, de commerce. Après, j'imagine que la suite, c'était quoi? Tu montes, tu passes dans l'informatique, c'est ça tout de suite? Ou tu as un petit Ouais, passage pareil, il y a un switch. Euh, En fait, je m'arrête juste sur un truc que t'as dit qui est. Euh, euh, Enfin, tu vois, on parle de la fuite. Il faut aussi faire attention avec ça. Moi, j'ai parfois entendu cette idée de je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Ouais. Bah, c'est bien, mais c'est pareil, c'est un peu sournois comme de se cantonner à ça. Enfin, c'est sournois comme statement, c'est-à-dire que c'est suffisamment confortable. Je sais ce que je ne sais pas, sauf qu'en réalité, tu peux passer une vie entière à faire essai-erreur. Hmm. Et on peut se dire que et c'est ok. Je fais des essais, des erreurs, j'apprends, je continue, c'est ok. Mais je pense qu'il y a des outils, des possibilités, notamment en conversation, en coaching, mais pas que. Il y a plein de choses à faire pour développer un maximum d'intentionnalité et trouver en fait suffisamment de courage pour aller de l'autre côté de la peur, de ce qui te fait le plus envie. Hmm. Euh, Plutôt que pas de se contenter, mais plutôt que d'aller dans des trucs et puis de les fuir et d'aller dans d'autres trucs et de les fuir. Moi, je vais pas refaire mon histoire, mais si je devais en retenir quelque chose et le dire à quelqu'un qui a 10 ans de moins, ce serait probablement quelque chose comme ça. C'est Hmm. bien de savoir ce que tu veux pas, Ouais. mais il y a tellement de choses possibles. Est-ce qu'on peut pas maximiser ou en tout cas aller chercher encore plus d'intentionnalité sur ce qu'on veut vraiment. Hmm. Et Ok, généralement, c'est de l'autre côté de ce qui te fait le plus peur. super intéressant. Donc, tu es en train de dire qu'effectivement, tu as cette, on va dire, propension naturelle à laisser erreur et à réorienter petit à petit et à se trouver, c'est très bien. Ça peut prendre du temps et certains peuvent se perdre en fait là-dedans. Hmm. Et selon toi, tu peux, entre guillemets, si tu reviens à toi, à ce que tu as envie de faire profondément, tu peux, entre guillemets, j'aime pas vraiment, c'est pas vraiment le mot que j'ai envie d'utiliser, mais gagner du temps et, entre guillemets, se trouver. Hmm. En tout cas, aller aspirer à quelque chose qu'on veut profondément faire sans forcément fuir et aller vers d'autres choses, quoi. Si Ouais. j'ai bien compris. Ouais, c'est. Je pense que quand tu développes ton intentionnalité autour de ce que tu veux faire, ça te donne une force qui te permet d'activer le courage, euh, d'aller vers ce qui te fait peur. Euh, le courage, c'est la même racine que le mot cœur.
Donc tu Mm. trouves le cœur, en fait, tu as le cœur suffisant, tu t'accroches le cœur pour aller chercher, ou tu t'ouvres le cœur pour aller te chercher ce qui te fait peur. Quand tu fais ça, t'es pas en train d'essayer. Le problème avec le essai-erreur, c'est j'essaye. Et essayer, c'est pas vraiment vivre, si on va là-dedans. C'est Mm. si c'est vivre, parce que c'est complètement valide. Et je vais pas mettre à la poubelle ce que j'ai fait, mais ce que j'en retiens, et il faut pas, ça n'a pas été qu'une partie de plaisir non plus. Moi, j'ai pas envie de vivre en essayant. Ouais, je Il y a comprends, un ouais. côté, et pourtant, je ne fais que vivre en essayant, puisque je vis comme, personnellement en tout cas, j'aime cette idée de vivre comme un explorateur, comme quelqu'un de curieux. Quand tu fais des essais, tu fais des expérimentations en disant, tiens, si j'essayais ça, et on va voir ce qui se passe. C'est une posture qui est super agréable pour être en vie, je trouve. Mm. Et en même temps, tu veux pas te raconter l'histoire que juste essaye. Oui, parce que tu t'ouvres la porte aussi à pas y aller à fond dedans, peut-être. Mais ouais, C'est ça que tu partages, ouais. ouais, ouais. Ça Ok. manque de radicalité. Ouais, ok. Et comment est-ce que toi, tu t'y reprendrais si tu remets 10 ans en arrière pour justement mettre plus d'intentionnalité par rapport à tout ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Ou qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de mettre plus d'intentionnalité, qui peut se sentir un peu perdu Moi, je pense que souvent, je pense qu'il y a une grande question d'amour-propre, de confiance en soi. Euh, et en fonction de ton degré d'amour-propre et de confiance en toi, tu peux être sujet plus ou moins à être perméable à l'environnement extérieur, donc, ou à moins accéder à tes ressources. Tu vois, si on prend deux personnes à intelligence égale, mais attends, un niveau, peu importe, 80 d'intelligence, c'est pas 80 sur 100, c'est juste, prenons un niveau d'intelligence, même pas A. Deux personnes avec une intelligence A. Et il y en a une avec un amour-propre A, et une autre avec un amour-propre C. Ok. Bah, le niveau de succès et d'épanouissement, ils vont être complètement différents parce qu'il y en a un, c'est comme la résine, tu vois, tu as besoin d'un catalyseur pour faire en sorte que ta résine, elle fonctionne. Euh, le degré d'amour-propre et de confiance en soi, ça aide à accéder à ses ressources. Mm. Et, et si on en manque, mais ça peut être un environnement, il y a des environnements plus propices que d'autres pour s'épanouir, il y a des circonstances plus propices que d'autres pour s'épanouir. Euh, moi, je pense que j'ai fait paradoxalement, j'ai travaillé très dur dans ma vie pour avoir une vie simple et cool. C'est con, hein. C'est ironique. C'est pas mal comme Ouais, idée. ouais, Ouais. Et ouais. qu'est-ce qui fait, du coup, selon toi, qu'est-ce qui amène à plus de confiance et d'amour propre? Je détricote un peu hein, la pelote. Ouais, ouais. En plus, je réponds à peine à tes questions. Je redanse autour un petit peu, mais. euh, Chez toi, qu'est-ce qui t'a... parce que ma question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à passer de, ok, sans doute que tu avais peut-être une confiance en toi qui était plus basse, peut-être un amour-propre qui était plus bas. Euh, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être Charlot avec plus de confiance? Est-ce que c'est en, f- des outils? Est-ce que c'est des expériences de vie? Est-ce que c'est une posture que tu incarnes? Je sais pas. en fait, c'est tout ça. Et je te parlais de l'ironie de se dire j'ai passé une vie entière à bosser dur pour avoir une vie simple. Il y a une ironie là-dedans. Ouais. Mais en vrai, tes fantômes, c'est ce qui te donne du drive. On parlait de ce qu'on fuit tout à l'heure. Par exemple, si tu as gamin, j'étais un peu en surpoids et j'étais nul en sport. En tout cas, cette Hmm. identité-là m'a collé à la peau jusqu'à 20, 30 ans passés. Mais c'est aussi le fait d'aller à l'encontre de cette identité-là pour en créer une nouvelle qui a fait que je me suis poussé en surf, en yoga, en snowboard, en musculation, et que je suis allé chercher mes records sur ces choses-là. Hmm. Et tu vois, c'est-à-dire que c'est un truc, c'est un fantôme sous le lit à un moment donné que tu veux combattre Hmm. et qui va faire que tu vas aller, tu peux le faire uniquement spirituellement, mais tu peux aussi chercher à changer des choses dans ton environnement ou dans ton corps ou dans ton comportement ou sur ton compte en banque ou dans ton lit. Il y a plein de manières, tu vois, pour se prouver que en Hmm. fait,
eh ben, je mérite d'être aimé et je mérite d'être en sécurité. Hmm. Et donc, je pense que moi, j'ai souvent, personnellement, cette notion de sécurité qui va revenir. J'ai envie de me sentir en sécurité, mais ça va être sécurité émotionnelle, sécurité affective, sécurité financière, sécurité géographique. Et paradoxalement, je suis allé me chahuter sur tous ces aspects-là dans des mesures qui sont intolérables pour une majeure partie des gens. Hmm. Pas plus que tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont à des niveaux stratosphériques au-dessus de ça, mais qu'en fait, paradoxalement, d'aller challenger la sécurité en s'exposant à plus de risques, mais c'est comme rajouter du poids sur la machine quand on fait de la musculation. Je vais Hmm. aller porter plus lourd et du coup, les charges normales vont devenir dérisoires ou beaucoup plus faciles. Hmm. Tu- ça me parle, tu t'es exposé progressivement à entre guillemets, des choses qui pouvaient être un peu inconfortables. Et moi, j'aime bien, tu sais, souvent, ça doit te parler aussi, Tim Ferriss qui parle de plutôt qu'aller chercher entre guillemets, des objectifs, plutôt va essayer de Mm. poser tes peurs et dire, ok, Mm. c'est quoi tes peurs? Si t'as une peur, s'il y a sans doute un vide à aller combler ou quelque chose d'intéressant à aller chercher. Et c'est Ouais. ce que tu dis, c'est que t'es allé un peu explorer dans une limite tolérable de ce que tu pouvais tolérer, petit à petit, des choses qui te faisaient peur. Et c'est là où tu as trouvé de la confiance, tu as trouvé de l'amour-propre. Et c'est là où t'es allé, entre guillemets, bah, te retrouver, enfin, te trouver voilà, l'essence de ce que t'avais, quoi. Mm. Ouais. Et en même temps, on va revenir sur la peur, et en même temps, ça a ses limites. Parce que si je conditionne mon amour-propre à mes actions, elle n'est pas conditionnée à qui je suis. Hmm. Mm. Je vais au sport, je suis un mec bien. Je vais pas au sport, je suis qu'une merde. Tu vois, Oui, si je dis ça, bah, ça s'écroule vite, tu vois. ouais, Il y a de la thune, je suis en sécurité. Il y en a pas, je suis pas en sécurité. Bah, c'est pas vrai. ouais. Et ça vient bousculer tout ton écosystème et toutes les parties prenantes qui viennent, tous les gens qui viennent au gravir autour de toi peuvent être impactés par ça. Donc, ça a de la valeur parce que si par exemple j'ai envie de me sentir mieux dans ma peau, donc je fais attention à ce que je mange, ou en tout cas je change mes habitudes alimentaires, je change ma pratique sportive, et à un moment donné je me dis ok, je me regarde dans la glace et au bout d'un moment je me dis bon bah ok, ouais, ok, ça commence à prendre forme. Ok, je peux soulever tant, avant j'arrivais pas à soulever tu vois 3 packs d'eau, peu importe. J'ai fait du chemin. Intellectuellement, je vais commencer à accumuler tu vois, c'est des proofs, des preuves Hmm. que j'ai évolué. Mais encore une fois, je conditionne mon amour propre à mes actions et à une accumulation de checkbox et de succès. Ça a de la valeur puisque ça fonctionne, mais to a certain extent, jusqu'à une certaine limite qui est bah, qu'est-ce qui se passe si j'arrête? Ouais, c'est Parce que sans ça fin. Oui. s'écroule. Ouais. Et puis c'est sans fin, en fait, Ouais. ce jeu-là est un peu sans fin, quoi. Donc au bout d'un Ouais. moment, t'arrives à un stade où t'en veux toujours plus, et puis Ouais. t'es jamais rassasié de rien, et Ouais. si tu t'arrêtes, entre guillemets, ta satisfaction personnelle, elle est liée à de l'action, à être dans le faire, et pas forcément dans l'être, quoi. Donc ça aussi, c'est limite, quoi. Ouais. Ok, Euh, mais tu voulais rebondir? on est Ouais. encore en fait dans cette, ouais, on est encore dans cette logique de fuite ou d'aller chercher quelque chose d'autre. Et tu parlais du fear setting tout à l'heure de Tim Ferriss, qui a un exercice qui a immensément de valeur, qui a le mérite d'être super actionnable en plus. Euh, et on revient encore à cette idée que la peur est un masque du désir Hmm. aussi. Enfin, elle n'est pas dans le fear setting, mais elle est là. Souvent, ce que tu désires le plus, c'est de l'autre côté de ce qui te fait le plus peur. Ouais, c'est clair. C'est clair. Qu'est-ce qui, Euh, et qu'est-ce qui je t'a... crois que j'aime bien me faire. En fait, je crois que j'aime bien un peu me faire peur, tu vois. Ouais. C'est une façon, ouais, c'est une façon de se prouver. Je crois que ça a été, j'ai longtemps vécu, et puis ça a changé quand même dans les dernières années, parce qu'il y a plein de choses qui changent. Et puis en fait, t'es pas le même à 30 ans qu'à 20 ans, à 35 ans qu'à 30 ans, à 40 ans qu'à 35 ans. Je sais pas encore 40 ans, mais inexorablement, je m'en rapproche. Euh, donc les sujets bougent, mais j'ai perdu le fil de ma phrase, et c'est pas grave. Dis-moi, Euh, qu'est-ce qui t'a amené Vas-y. du coup à accompagner des gens?
Qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach? Euh, Ça s'est fait. Il y a eu plein de choses. Ça s'est fait. En fait, c'est l'histoire d'une vie et ça s'est fait. Enfin, il y a tout ce qui m'a amené là. Tu vois, moi, je suis à mon compte depuis 2011. Donc après cette histoire d'école de commerce, on sort, tu vois, de l'école. Moi, du coup, en école de commerce, j'ai commencé à faire de la tech, du commerce, des applications Excel. Je me suis retrouvé prof dans la même école quelques années plus tard à enseigner l'Excel. Et Ok. du coup, mes premières applis, elles étaient là-dessus. Mais on sort en 2010. Crise de subprime, il n'y a pas de taf en fait. On nous avait promis en entrant dans cette école, en gros, vous êtes attendu comme le Messie en sortant. on Et que arrive, dalle. on arrive, et les gars, alors vous allez bosser, mais pour 30% ou 50% de moins que ce que vous avez promis, ou alors faut traverser la Manche, il faut aller à Dubaï, ou faut aller à New Delhi, ou je sais pas où, ou sinon vous restez en France, mais vous laissez votre chemise quoi. Et moi, j'ai toujours voulu être à mon compte. J'ai fait, non, fuck that. Je voulais pas prendre ces trucs-là. Euh, et avec des potes, on voulait monter des restaurants. Et donc, je me mets avec deux potes et on commence à partir pour monter des restos. Et là, bon, il y a une histoire avec la TVA. Bref, les prix s'envolent complètement. Ça, ça l'a pas fait. Et tant mieux. Et au même moment, une de mes connaissances qui était en fait, mon maître d'apprentissage. J'ai passé 2 ans dans une boîte à faire du, du développement commercial B2B sur des gros projets de restauration. Et, et Christophe, qui était mon maître d'apprentissage à ce moment-là, monte un cabinet de conseil et me dit, Charles-Louis, on monte une boîte, on a besoin d'un site web. Et tu vois, en 2010, tu savais faire un petit peu, tu disais que tu savais faire du web, c'était le Far West, tu avais tout de suite des clients. Hmm. Euh, et donc j'ai signé mon premier deal comme ça. Pourquoi je suis reparti sur la tech? Parce que c'était quoi ta question? Rappelle-moi ta question, je vais retrouver le fil. Comment t'en es arrivé au milieu du Ah coaching? oui, à accompagner les gens. Ouais, Ouais, merci. Euh, je bridgeais le gap comme ça, je savais que c'était, qu'il y avait la connexion, qu'on j'avais n'était pas compris. besoin d'y revenir. Mais et en fait, cette posture-là, il y a la première chose, c'est que moi j'ai toujours adoré du coup se transformer, tu vois, les projets et aussi changer quoi. Tu vois, changer de vie, changer de carrière. Euh, je crois que j'ai toujours été super intéressé par l'âme humaine. Tu vois, gamin, je me posais plein de questions. Je voulais comprendre les gens, je voulais comprendre les filles. Tu cherches des réponses à tes questions aussi quand tu vois, quand tes parents Hmm. divorcent, enfin, ou n'importe quel trauma de la vie. Je veux dire, il y a encore, enfin, un divorce, j'ai été épargné de traumatismes beaucoup plus importants, mais c'est pas anodin. Donc, tu cherches des réponses. Et la création de sites et d'applis, donc ce que j'ai fait pendant plus de 10 ans, en réalité, c'est l'accompagnement d'une personne et d'un projet d'un point A à un point B. Et souvent, quand quelqu'un vient me voir en disant j'aimerais que tu t'occupes de faire ou de refaire le site web de notre entreprise, une application mobile ou une application web pour ma startup, à chaque fois, on est dans une période charnière d'une entreprise et de la vie de Hmm. la personne qui accompagne le projet. Soit c'est un entrepreneur, ça peut être un photographe qui fait son site pour 2000 balles, comme ça peut être un duo de co-founders qui disent vas-y, nous on met 30K, on veut faire un MVP pour aller monter une startup et faire un exit dans 5 ans. Ou c'est la chef de projet marketing dans une multinationale. À chaque fois, quand quelqu'un porte un projet comme ça, tu, euh, tu, es dans un, tu vas d'un point A à un point B avec un projet qui a une importance capitale pour la personne qui le porte à ce moment-là. Ouais, carrément. Et donc tu fais pas juste de la tech, tu Il y a fais pas toujours de juste du l'humain. code. Hmm. Ouais, avant le code, pour faire du code, il faut du design. Pour faire du design, il faut du contenu. Pour faire du contenu, il faut un message. Pour faire un message, il faut comprendre là où les gens veulent aller. Et comme je venais d'un background service hospitality, à un moment donné, j'ai réalisé, je me suis dit, mais en fait, tu vends pas du code, tu vends pas du design, tu vends pas des applis, tu vends une expérience. Tu vends une expérience de transformation et tu accompagnes ces gens-là dans leur transformation. Seulement là où je les accompagnais, c'était sur un aspect beaucoup plus tech, mais on se posait quand même des questions
auxiliaire de plus en plus. Et plus le temps a passé, plus je passais du code au design, du design au contenu et au texte. Et quand tu commences à parler de texte, de messages, tu commences à rentrer un peu dans la tête des gens. Ok, donc t'es passé de purement de la tech à en fait la vision plus macro de la boîte, la vision, les valeurs, etc., etc., quoi, en réalité. Ouais, bah après, moi je viens déjà je suis un peu un couteau suisse, tu vois. Gamin, on m'appelait MacGyver parce que j'adore toucher à tout, tu vois. Et, euh, et je rêvais, quand j'étais môme, je rêvais de devenir le caméléon, tu vois. Ça te parle ou pas, J'arrête le caméléon, Ça me cette paraît série? bien. Ouais, ouais. J'adorais, tu vois, ces trucs-là parce qu'en fait, tu pouvais switcher. Euh, et donc, pour moi, c'était une aubaine, ces projets où je pouvais être un peu multicasquette, même si c'est Hmm. fatigant et c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Franchement, en termes de business, ou même ça, c'est pas vraiment. C'est hyper intéressant. Quand on veut assouvir la volonté de toucher à tout et de faire le couteau suisse, c'est pas forcément la meilleure manière de conduire un business, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, mais moi, je venais d'un background, tu vois. MBA école de commerce avec de la stratégie, de la finance, du marketing sur des projets en dizaines, voire en centaines de millions d'euros quand on réfléchissait. Donc, il y avait, on va dire, il y avait une couche de base pour aller plus loin que juste l'exécution Hmm. tech sur ces Ok. problématiques-là. Euh, Donc ça t'a voilà. amené Et progressivement, le fait de t'intéresser à une vision plus macro, ça t'a intéressé, enfin ça t'a amené à bosser avec les dirigeants, les entrepreneurs sur bah la vision plus humaine, plus vision. ouais, Et là, du coup, j'imagine t'es tombé dans dans c'est la marmite ça, du c'est coaching et de ça, l'accompagnement avec une vision plus macro, c'est quoi. ça, c'est Ok. ça. En fait, ce qui s'est aussi passé, c'est que j'ai parlé des divorces de mes parents, mais ce sont des événements qui sont assez charnières pour moi. Euh, et j'ai aussi passé 11 ans en couple, avec une relation, on va dire, très forte. Et la rupture a été aussi douloureuse, elle était à la hauteur et à la mesure de l'intensité de l'amour qu'on a pu se porter. Euh, Vivre à un moment donné, même quand il y a eu le second divorce de ma mère, il y a eu, ça a été des périodes, je sais pas, je devais avoir peut-être 28 ans, quelque chose comme ça. Donc il y a plus de 10 ans où j'ai commencé à aller chercher des réponses dans le développement personnel. Ok. Et à être aussi à aller chercher des réponses. Je me souviens avoir commencé à faire du yoga. Tu vois, j'habitais encore à Paris, je faisais du yoga Bikram. Et à retourner vers des voies spirituelles, voilà, de certaines manières. Donc il y avait plein de points d'accès vers quelque chose au-delà de juste voilà le business, la famille, les copains, la fête et l'argent, tu vois. Je Hmm. cherchais autre chose. Euh, et puis on s'est séparés 2016 et moi je suis parti à Bali. Je devais y passer un mois et demi. En fait, j'y ai passé voilà 3 ans. On Ok. pourra y revenir si tu veux. Euh, T'as vécu là-bas tu bossais depuis Bali, c'est ça? En Ouais, alors digital moi j'ai nomade, qu'on pourrait toujours. appeler, quoi. Ouais, alors pas vraiment nomade parce on avait toujours une maison, tu vois, En tant stable. qu'expatrié, ouais. Voilà, mais je vivais j'avais que quelques bagages, un scooter, une guitare, des planches de surf et puis un ordinateur et puis basta, tu vois. Mais après, moi, j'ai toujours bossé en remote. C'est-à-dire que, tu vois, mes potes, le copain à qui je faisais référence tout à l'heure, il a toujours été dans remote. C'est des mecs qui m'ont parlé des fondateurs de Ruby on Rails, de Basecamp, de 37 Signal, des trucs comme ça, qui sont un peu tu vois, un peu Hmm. les darons du remote 2010, Ouais. 2015. Donc moi j'étais déjà exposé à cette culture-là. Comme j'avais fait mes études en anglais, toutes mes formations dans la tech, je les faisais en anglais. Donc je lisais une littérature, on va dire tech, design euh, anglophone. Et aussi, moi je lisais je lisais A Year Without Paint, qui était un bouquin écrit par un gars qui allait se mettre chez WordPress pendant un an à faire un Ok. truc de remote. Et là tu vois, on est avant 2015 quoi.
Donc je prenais déjà l'ordi avec des potes, on partait au Maroc, aux Canaries ou des trucs comme ça de temps en temps. Donc quand je suis arrivé à Bali, c'est juste, j'habitais plus à Paris, mais je savais déjà bosser à distance en fait. Ok, ok, donc tu as eu toute ta Donc, période Bali. Et moi, je voulais revenir un petit peu sur un sujet dont tu as abordé avant. Tu disais, bah voilà, t'as, t'as- t'accompagnes aujourd'hui des dirigeants, des entrepreneurs qui sont plutôt multicasquettes, souvent, en tout cas, un mhm. profil plutôt singulier, un peu comme toi. Euh, Quels est, selon toi, les pièges d'être couteau suisse multicasquette pour le business? Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut mettre cette question en hold et je te finis la réponse de la question d'avant, Ouais, vas-y. qui était comment t'es arrivé au coaching? Parce que du coup, je t'ai raconté un peu de background, un peu d'histoire. Euh, donc tout ça pour dire que l'accompagnement coaching, en fait, il trouve racine dans ces 10 ans d'accompagnement d'entrepreneurs, juste d'une autre manière et progressivement. En fait, on va s'élever vers des problématiques plus stratégiques. Mais il y a eu aussi donc cette séparation, le fait d'aller chercher des réponses. Et un jour, je parlais avec une excellente coach à Paris qui m'avait reçu. J'avais été surpris parce que j'étais dans une phase de ma vie où j'étais pas bien. Elle m'a écouté pendant 2 ou 3 heures. J'ai halluciné. C'était la première fois que quelqu'un m'écoutait pendant plus de 2 heures, tu vois. C'est fou. Ouais. Et puis on s'est revus et elle m'avait demandé de nommer 3 personnes qui m'inspiraient. Et je me souviens, je lui ai dit Thierry Marx, Frédéric Lenoir et je sais plus qui d'autre. Alors voilà, mes idoles ont changé, même si je garde ces hommes-là toujours, ils ont toujours une petite place dans mon cœur, mais j'étais très proche de ça. Elle me dit, mais Charlot, tu veux être coach en fait? Et moi, Dit comme ça, c'est clair. à ce moment-là, moi je me dis, ben, mais, enfin non, enfin tu vois, pour moi, le coach, tu vois, c'est Jean-Mi dans l'open space qui fait, hey, salut ma poule, et ça va, tu vois, le mec qui est trop cool, il fait des high five, on s'entend l'aftershave à tout le monde. Pour moi, c'était ça un coach, tu vois, c'est le gars qui vient faire du team building dans une salle de réunion avec des baies vitrées. Je voulais pas du tout faire ça. Je me disais, c'est pas rock'n'roll, c'est pas sexy, ça a pas l'air de gagner tant que ça. Et pour moi, il y avait aussi cette idée que pour être coach, il fallait avoir une vie parfaite et avoir monté la start-up pour ensuite Hmm. donner des conseils aux gens, tu vois. Il y avait toutes ces idées-là, en fait, qui m'empêchaient d'aller vers le coaching. Du coup, c'était là, mais je dansais avec et pareil, j'avais peur d'y aller, quoi. Hmm. J'avais, mais peur de ouf d'y aller. Hmm. Et du coup, il y a eu Bali. J'ai été exposé à plein de trucs. J'ai rencontré un mec qui avait une chaîne YouTube à ce moment-là et qui un jour monte. Bon, bref, après, je rencontre une nana et je pars en Ukraine. Je dois y Changement passer d'ambiance. Voilà. Je devais y passer 3 semaines avant d'aller au ski en France. Et on est le 11 mars quand je dois prendre l'avion 2020. Et je décale mon billet d'avion et au final, j'ai passé un an en Ukraine. Et à ce moment-là, en fait, nous, on bossait déjà ensemble avec mon pote et il montait une formation. Euh, et il me dit, je cherche un coach pour ma formation. Il me dit, il me dit à un moment donné, mais il me dit, c'est évident, en fait, tu fais que de parler de coaching. On a déjà bossé ensemble avec certains de mes clients qui sont venus à Bali, mais c'est toi le coach, quoi. Et là, du coup, je reçois Hmm. vraiment, je sais pas si t'es familier avec le human design, Un petit peu, mais un peu. ouais. Bref, je venais de découvrir qu'en Human Design, j'étais projecteur, et donc ma stratégie, c'est de répondre à des invitations. Si vous captez Hmm. pas ce que je dis, c'est pas grave, c'est un peu un truc mystique, mais peu importe, moi, j'ai quelqu'un qui arrive et qui me dit, tu veux coacher? Bah tiens, vas-y coach. Hmm. Et Magnifique opportunité pour toi. je peux pas, tu vois, je peux pas faire autre chose que dire, bah vas-y, go. Et j'avais rencontré un type formidable aussi, d'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui, mon cher Kevin. À Bali et qui est devenu un ami et qui est devenu mon coach. Et donc j'étais déjà coaché en fait à ce moment-là. Du coup les choses se sont mixées et je me suis dit vas-y go, on se teste là-dessus. Et j'ai fait vas-y en fait j'arrête de faire plein de trucs, j'arrête de partir dans tous les sens, je Hmm. converge et à partir d'aujourd'hui je ferai que ça quoi. Ok, et là, c'est il y a combien de temps que tu t'es mis à fond sur le coaching? À plein C'était temps? bah il y a 4 ans, tu vois, à plein temps, il y a 4 ans, Ok, ouais. il y a 4 ans, ouais.
Ok, cool. Cool. Du coup, le cheminement est chouette. Et c'est intéressant aussi ce que tu disais par rapport à ton human design que j'avais déjà lu. C'est un projecteur, c'est-à-dire, en fait, ouais, t'es pas forcément, t'as un profil, une personnalité où t'es pas forcément proactif pour aller, par rapport au boulot, aller chercher, entre guillemets, prendre les Mhm. devants. Toi, c'est Mhm. plutôt, entre guillemets, t'attends qu'on te fasse une passe décisive pour marquer le but, quoi. Ça, si je... Ouais, je l'avais jamais vu comme ça. Mais c'est ouais, en fait le travail, enfin le rôle du projecteur, c'est d'amplifier l'énergie des autres. Hmm, Et donc ok. ça correspond aussi bien à mon job qui est moi je ne suis normalement qu'un effet de levier. Je suis pas là pour grinder. Je suis là pour être un effet de levier, pour faciliter les choses, pour amplifier euh, Hmm, l'énergie des autres. Mais le projecteur, en fait, il a différents types d'énergie et il en a un qui est jusqu'à ses 30 ans. Et jusqu'à ses 30 ans, il se comporte comme il a appris. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'arrivais à bourriner, à bosser des 70, 80, 100 heures par semaine. Tu vois, à un moment donné, je sais pas, j'étais en alternance. J'étais président du BDE et je faisais trois trucs différents à l'école en plus et à traverser Paris dans tous les sens. Et je me disais, mais comment je faisais pour faire ça à cet âge-là et aujourd'hui j'y arrive plus? Et parce qu'en fait, tu sais, ça passe en force et à un moment donné, ça change. Effectivement, le projecteur, son job, c'est tu fais ton truc dans ton coin, tu partages avec les gens et un jour, il y a quelqu'un qui vient te voir et qui dit, hé, ça m'intéresse, ça me parle, est-ce qu'on peut se parler et en fait, hmm, tu vas pas chercher, tu vas pas pull, en fait, tu vas pas chercher les gens. hmm. Euh, voilà. Comment ça se passe du coup? C'est intéressant par rapport. Est-ce que c'est tous les. Est-ce que tu penses que la plupart des coachs sont un peu dans cette énergie-là, qui sont des révélateurs de potentiel et qui dans une certaine mesure, leur but, leur objectif, c'est de plutôt faire vibrer, rendre possible ce qui est là pour leurs clients? Euh, ou est-ce que pas forcément? Je pense qu'il y a des contre-exemples, mais peut-être toi, ton avis qui est passé 4 ans un peu dans le milieu de l'accompagnement, je serais curieux de savoir. Je je sais pas. Ce qui me vient là, c'est que moi je suis on va dire curieux du human design, mais loin d'être calé. Tu vois, j'ai même du Ouais. mal à être calé avec mon propre profil, donc je vais pas m'aventurer à voilà. Première chose. Deuxième chose. J'essaie souvent de me garder de faire des statistiques globales du comportement des gens. Tu sais, j'aime pas trop aller dans des considérations macro. Tu vois, quand Hmm, les gens me disent ouais, le marché il est comme ça, ou d'une manière générale, les gens, non, mais juste toi, en fait, tu vois, la personne que j'ai en face de moi, comment ça marche pour juste elle déjà. hmm, Et j'essaie souvent de pas trop m'aventurer dans ces trucs, genre d'une manière générale. Maintenant, ce qu'on peut le faire dans l'autre sens, le projecteur, c'est un profil qui va bien se prêter à ce job-là, puisque son job, c'est d'amplifier, hmm. et d'être un Carrément. effet de C'est pour ça levier. que je te posais la question, parce que ça Voilà. paraît un peu logique et par rapport à cette idée d'alignement aussi de te dire que si toi, là où tu te sens à ta place, c'est de révéler le potentiel des autres, entre guillemets, les faire Mhm. briller, en soi, tu te dis, bah oui, clairement, coaching, en réalité, c'est un peu le coaching, thérapeute, accompagnement, t'es dans ces Mhm. postures-là souvent, quoi. Donc c'est pour ça Mhm. que je te demandais s'il y avait Ouais. sans doute une prévalence de beaucoup de projecteurs qui sont dans le métier de l'accompagnement, ce qui peut paraître intuitivement J'im- logique. J'imagine, hein. J'imagine, j'en connais plusieurs autour de moi, et en même temps, pas que, parce Ouais. qu'on va trouver aussi des manifesteurs ou d'autres types, je pense. Euh, et puis euh, surtout, si on, le milieu du coaching et de l'accompagnement, euh, il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui sont là pour des raisons diverses et variées. Les barrières à l'entrée dans le coaching, elles sont très basses. Les barrières au succès sont putain de hautes, mais les Mm. barrières à l'entrée, elles sont très basses. Donc on peut aussi retrouver un tas de profils divers et variés. Voilà. Donc je me garderai d'émettre voilà, des pronostics, tu vois, sur Mm. des grandes tendances parce que j'ai vraiment du mal à le faire. Mm. Ok. Je te propose qu'on revienne à ma question d'avant, Ouais. là, par rapport à la question des couteaux suisses. Ma question, c'était qu'est-ce que tu conseillerais, toi qui accompagnes beaucoup de profils atypiques, singuliers, multipotentiels, polymathes, couteaux suisses, on appelle ça comme on veut.
Euh, D'un point de vue business, toi qui ai pu explorer différentes carrières et qui en accompagne tous les jours, Hmm. peut-être les principales erreurs qu'ils peuvent Ouais, rencontrer. ouais. Je vais chercher un truc, j'arrive. Vas-y. Le... Tu vois, tu parlais de multipotentiel, polymath, tout ça. Moi, en termes de communication, je me positionne pas vraiment là-dessus. Tu vois, je dis pas salut, je suis coach de HPI. Ce qui se passe, c'est que c'est par résonance que souvent, Les je fais gens pas de viennent. diagnostic non plus, tu vois. Après, tu as des gens avec des profils très hypersensibles et des problématiques de HPI. T'as pas forcément, je suis convaincu que t'as pas forcément besoin d'avoir 148 de QI pour être confronté à ces choses-là. On est d'accord. Voilà. Donc je me positionne pas là-dessus, mais c'est vrai que manifestement, il y a beaucoup de gens qui me se tournent vers moi pour ces choses-là. Euh, un truc qui m'a vachement aidé, bah, en fait, cette idée du couteau suisse, elle est encore une fois, elle est à double tranchant. Première chose, je pense par laquelle on peut commencer, c'est pas parce que je peux que je dois. C'est pas parce que je peux le faire Hmm. que je dois le faire. Je peux faire le ménage. À un moment donné, ça peut être très intéressant de réfléchir à avoir une femme de ménage. Ça peut, chacun fait comme il veut. Hmm. Mais c'est pas parce que je peux que je dois. Je peux refaire mon site moi-même. C'est pas parce que je peux que je dois. Est-ce que mon énergie, elle est bien à cet endroit-là ou pas? Et le problème et plus les gens sont smart et plus les gens ont des skills, plus le problème est important. Parce qu'il n'y a rien qui va s'imposer à eux. Hmm. Ça me parle. Tu peux être analyste business à la BNP, tu pourrais être menuisier, ou tu pourrais monter une école de plongée sous-marine en Thaïlande. Il y aura peut-être même des chances que ça fonctionne. Mais il n'y a rien qui s'impose. Tu vois, il y a des gens pour qui ils sont là. Non, mais moi, je sais faire que du tableur Excel. Je suis un peu caricatural quand je dis ça, mais c'est aussi une expérience, tu vois, de personnes que je connais. Donc, je vais faire ça. Et d'autres, ça va être, je veux être comédien, point barre. Euh, Qu'à la chance, ça veut pas dire de pas être multipotentiel, mais ça veut dire d'avoir mis le doigt sur le truc qui te tient à cœur. Hmm. Et donc, tant qu'on n'a pas mis de la radicalité et de l'intentionnalité sur ce que je veux faire, ce que je veux vraiment en profondeur, eh ben, je vais aller me distraire, je vais aller fuir. On revient, c'est marrant, en On en boucle. revient à cette fuite, hein. Ouais. Je vais aller fuir l'ennui. Je vais aller fuir l'ennui. En allant découvrir des choses, et j'ai l'impression que je suis toujours, en fait, dans la meilleure phase, c'est quand j'apprends. Et donc, je vais m'amuser à casser des trucs pour les réparer, ou je vais m'amuser à passer, moi je suis très fort, j'ai longtemps été très fort pour passer de 0 à 1. J'ai passé ma vie à passer de 0 à 1. J'ai Hmm. fait un peu de cuisine, j'ai fait des concours de cuisine, je suis allé faire une école de... Tu vois, tout ça c'est Hmm. Ça me 0 à 1, parle. 0 à 1, 0 à 0. À un Ça me moment parle. donné, ça te parle. Ouais, ça me parle parce que je me reconnais beaucoup, je pense, ces profils, je pense que j'en suis un aussi, c'est qu'on est très bon dans les phases de lancement de projet, les phases Mhm, d'idéation, les phases de, mhm. ok, on lance, on apprend from scratch, un truc qu'on connaît pas du tout, et Ouais, derrière vient la phase de, on va dire, de building où tu as un peu plus d'opérationnel qui peut avoir des tâches, comme tu disais, qui peut être un peu plus chiantes, mais ouais, c'est aussi là-dedans que tu arrives à construire quelque chose à long terme dans ouais, lequel tu t'épanouis. Et ouais. ça fait partie du jeu, entre guillemets. Tout peut pas être tout le temps nouveau, super stimulant et compagnie. Il y a des phases où c'est chiant. Et il y a des Ouais. phases, je pense que c'est partie du jeu, quoi. Et ça dépend aussi ce qu'on recherche. Ouais. Tu vois, c'est aussi ce qui était très cool de 23 à 28 va peut-être être un truc assez relou à gérer à 37. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et chacun fait comme il veut. C'est juste qu'est-ce que tu privilégies, qu'est-ce que tu veux en fait. Est-ce que tu préfères plus, j'en sais rien moi, coffrer tant d'argent ou avoir tant de mois d'avance, ou est-ce que tu veux continuer à expérimenter et apprendre à faire de l'AI, du no-code dans tous les sens sur des trucs qui en fait vont pas atterrir sur le marché. Je prends un exemple, mais c'est une possibilité. C'est pas ni bien ni pas bien. C'est parfait. C'est juste
est-ce que c'est ce que tu veux et est-ce que c'est ce qui est le plus utile pour toi, voire même est-ce que c'est ce qui est le plus utile pour le monde. Mais sur la question d'utilité pour le Hmm. monde, moi j'aime cette idée, je crois que c'est Oscar Wilde, ne cherche pas ce dont le monde a besoin, cherche ce qui te rend vivant. Parce que ce dont le monde a besoin, ce sont des gens qui sont vivants. Hmm. Donc on veut mettre le doigt sur ce qui me rend vivant. Le truc, c'est qu'à un moment donné, si je fais que ce qui me rend vivant en passant de 0 à 1, je passe ma vie à passer de 0 à 1, mais ça n'aide personne d'autre que moi. Hmm. Je vais assouvir mon délire d'expression, mais c'est très narcissique en fait. Je m'enferme dans mon Hmm. garage, dans mon studio, dans ma tête, dans mon ordi, je bricole mes trucs, puis quand j'ai fini de bricoler mon truc, je vais bricoler autre chose, puis je vais bricoler autre chose, puis je vais bricoler autre chose. Et ça, moi, là, c'est mon expérience personnelle. Quand j'avais 28 ans, je me disais, oh, ouais, c'est bon, j'ai pas encore 30 ans. Ou même à 25, je me disais, à 28, ça ira. À 28, je me disais, c'est bon, j'ai pas encore 30 ans. À 31 ans, ça m'a piqué un petit peu. Et puis à Ouais. 35, j'étais là, mais merde, en fait, what the fuck? Déjà, tu vois? Parce qu'en Hmm. fait, ça ne produit pas des résultats de succès au sens où on pourrait l'entendre. Tout simplement parce que c'est un délire qui est moi avec moi-même. Il faut qu'à un moment donné, ces délires-là, ils touchent les gens. Pour qu'il y ait on parle business, hein, gagner de l'argent. Hmm. En vrai, on parle surtout de ça. Parce que, qu'est-ce qu'il faut pour gagner de l'argent? L'argent, c'est un transfert d'énergie. Je donne de l'argent à EDF, ils me donnent de la lumière, de l'électricité. Il y a un transfert d'énergie. Si je suis tout seul dans mon délire, dans mon garage, dans mon studio, dans mon atelier, dans ma tête, dans mon disque dur, mes photos, elles sortent jamais de mon disque dur, personne ne les achète. Mon code, il sort jamais de mon repos GitHub, personne ne va l'acheter parce que j'ai peut-être pas le courage de faire des posts Instagram pour que les gens testent mon software. Hmm. Mais c'est toujours ce même délire. Ça reste, c'est perméable en fait. Donc c'est intéressant, mais c'est pas un business. Et donc pendant ce temps-là, je suis occupé, j'apprends et je me dis, je comprends pas. Je casse des cailloux toute la journée, j'apprends des équations super compliquées, et je sais faire du copywriting, et je sais faire du branding, et je sais faire du call full Hmm. stack, et je sais faire du. Mais j'ai pas les résultats que je cherche. Mais c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de transfert d'énergie avec le monde. Hmm. Et le monde, il a pas besoin d'un truc qui est à 0,3 parce que je me suis amusé à l'inventer. Il a besoin d'un truc à 2,7 qui crée un changement, qui crée une transformation. Et c'est pour ça qu'il va payer. Donc je pense qu'il faut trouver du courage d'aller vers les choses qui font peur et d'aller vers l'ennui. Je pense que l'entrepreneuriat, mais même l'athlétisme ou l'art, ce sont des choses qui mettent à l'épreuve non pas l'intelligence, mais le caractère, Hmm. la force de caractère. Est-ce que je vais trouver le courage d'aller envoyer des messages à des inconnus qui risquent de me dire mais je te parle pas, je te réponds pas, je t'aime pas. Est-ce que je vais avoir trouvé le courage de mettre ma face en photo sur Instagram ou de faire une vidéo pour la mettre sur YouTube? Pas juste pour le fait de le faire, parce que j'ai un message à faire passer, mais je vais aller de l'autre côté de cette peur-là. Tu vois, ça c'est des trucs de Hmm. caractère, c'est pas des trucs d'intelligence. Et, euh, et donc pour moi, c'est une question de courage. Et ce courage, en fait, si on pense qu'on oscille entre deux choses, la peur et l'amour, le courage, il est du côté de l'amour. Le courage, c'est la même racine que le mot cœur. Et donc, quelque chose me fait peur. On chasse pas la peur, pardon, on chasse pas la peur à grands coups de pied dans le cul. C'est un système de vase communicant. Donc, si je veux enlever de la peur, il faut que je mette plus d'amour Hmm. pour avoir le cœur plus accroché, pour avoir plus de courage, pour avoir suffisamment, en fait, euh, peut-être pas de coronesse, mais de cœur, Hmm. pour aller faire ce truc qui me fout les boules. Parce que c'est de l'autre côté de ce truc qui me fait peur ou qui me fait chier que je vais peut-être trouver ce que je veux. Hmm. Ça me Donc parle. ensuite, il faut trouver des bonnes raisons ou une manière d'aller cultiver cet amour. Et c'est pas, ça va être l'amour de moi-même, ça va être l'amour de mon futur moi qui a peut-être envie de gagner sa vie à un certain niveau, sans forcément bosser comme un malade. Ça peut être, je prends vraiment mon histoire personnelle, hein, ça peut être l'amour des autres, parce que j'ai un message à faire passer, parce que je vais aider des gens, ça peut être l'amour du processus, ça peut être l'amour de mon service, de mon produit. Euh, et pour moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est que, je sais pas, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais je peux le refaire, c'est que, en fait, souvent, euh, on sait pas très très bien, j'ai pas fait les carreaux, hein, mais voilà, souvent, euh, on a tendance à faire ça. C'est-à-dire que en multipotentiel, je peux faire plein de trucs. Donc je vais aller diffuser mon énergie dans plein d'endroits pour assouvir.
cette pulsion de passer de 0 à 1, parce que c'est satisfaisant de passer de 0 à 1. Imagine, j'ai jamais joué de guitare, je fais cling, je suis là, ouais, j'ai fait une note. C'est hyper satisfaisant. Sauf que quand tu commences à passer de 1 à 10, là, il va peut-être se passer une semaine, un mois avant de faire un morceau. Et donc plus on avance, plus ce retour, il est loin. Hmm. Donc je suis obligé de... Comment je continue à kiffer alors que j'ai pas de retour. Hmm. Bref, on diffuse notre énergie sur un tas de trucs comme ça. Le problème, c'est que c'est hyper shallow, quoi. C'est fin. Ouais. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Et en fait, la manière, moi, ce que j'aime faire, c'est au lieu de prendre cette énergie à plat, on imagine que c'est de l'eau, donc l'eau, elle n'est pas profonde, et je vais venir la verser, en fait, dans un projet, qui, alors, j'ai pas pensé mon truc, mais tu vois, qui est beaucoup plus, si on les met côte à côte, ça fait peur. Hmm. Là, je m'amuse. Là, bah attends, mais je vais m'ennuyer. Hmm. Je vais faire que du coaching pendant 25 ans. Je vais me faire chier. Mais c'est parce que je continue à croire que j'ai besoin de toucher à tout un tas de trucs. Ça, c'est valable quand on regarde que la surface. Mais quand on commence, et je le mets volontairement ici, quand on commence à se rendre compte qu'en fait, je peux plonger à l'intérieur et que la profondeur, elle est infinie, là, je commence à trouver une bonne raison de mettre des frontières à cette expression qui part dans tous les sens pour venir Hmm. plonger en profondeur. Go deep, then go wide. D'abord, je vais en Hmm. profondeur parce que c'est là-dedans que je vais devenir meilleur. Je vais avoir un effet de levier plus important. Donc, on va mieux me rémunérer. Les gens vont venir plus facilement à moi parce que je vais être reconnu. Je vais créer des assets, des actifs qui vont travailler pour moi. Je peux mettre en place des systèmes qui vont travailler pour moi. Et puis, une fois que c'est fait, je peux reprendre la guitare, je peux reprendre la peinture. Hmm. Voire même, je peux me dire, si ça c'est, bon, si je prenais mon existence, je prenais que ça c'est mon coaching, à un moment donné, faire des cours de chant, c'était au service de mon coaching. Parce que quand j'apprends à chanter, j'apprends à m'exprimer, j'apprends à poser ma voix, j'apprends à trouver le courage de chanter en public, qui est un truc qui me terrorisait avant alors que j'adore ça. Et ça va venir, et donc ça c'est l'autre notion. Donc la première notion, c'est, enfin le premier, il y a ce truc-là que j'aime bien. Ouais, super Et parlant. Ouais. ensuite, et l'autre idée que j'aime beaucoup, c'est l'idée d'un master project. Donc le master project, on imagine que ça, en fait, c'est aussi, c'est une autre image. En fait, c'est comme un parasol. C'est un master project. Il y a le projet A. Et en dessous du projet A, on va y avoir les autres projets qui vont venir. Hmm. Donc aller à la salle de gym, pourquoi ça c'est intéressant? Parce qu'en général, quand j'ai une vie avec plusieurs projets, ça va si je continue comme ça en mode, je suis un peu en mode tunnel, Non, mais mais je veux ça, juste checker avec c'est toi. très bien, c'est très Ouais. bien. Ouais. Ok. En fait, le truc qu'on veut gérer, c'est la dualité. Donc c'est la dualité des projets. Le problème, c'est pas que de passer de 0 à 1, le problème, c'est les transitions entre les différents micro-projets Hmm. qui, comme ils sont pas assez grands, ils ne me nourrissent pas. Moi, je les nourris. Ils me nourrissent Ok. parce qu'ils me font kiffer, mais ils tirent mon énergie. Et si à un moment donné, il n'y a pas un truc qui me revient, notamment sous la forme d'argent ou de reconnaissance, d'argent quand même, si on voulait rester simple, alors je mets mon énergie dans plein de trucs, mais il n'y a pas grand-chose qui revient. Tant qu'il n'y a Ok. pas grand-chose qui revient, mon énergie, elle est tiraillée. Et donc une autre chose aussi qui est intéressante à regarder, c'est, je vais prendre juste deux projets, projet A et projet B. Le problème, la plupart du temps, c'est l'un ou l'autre. Hmm. Et donc on vit toujours dans des conflits parce que quand je fais A, quand je fais B, je fais pas A, et quand je fais A, je fais pas B. Et donc on passe sa vie à se tirer la bourre. C'est-à-dire quand je Hmm. suis là, je me dis, bah, je devrais être en train de faire A en fait, je devrais pas m'occuper de B parce que A ça n'avance pas. Putain, mais là B, où est-ce que ça en est ça va... Tu vois. Donc ça c'est juste deux projets. Alors qu'au Et donc final, moi, tu pourrais mettre aussi de... Tu sais, souvent, on vit un peu dans cette opposition de mettre des... C'est soit A, soit B. Mais en soi, ça peut être A, ça peut être B, ça peut être A plus B, ou ça peut être aucun. Tu vois? exactement. Et du coup, Hein. pour réconcilier l'image que j'aime utiliser, c'est que là, on a A et B qui se bagarrent parce qu'ils sont sur un plan horizontal. Hmm.
Ok. Et moi, ce que je propose, c'est de venir les mettre sur un plan vertical, où A est un master project, et Hmm. B va venir supporter A. Tel que, quand je fais B, je contribue à A. Hmm. Quand je m'occupe de A, je rends B possible. Hmm. Oui, parce Pour que illustrer, c'est comme ton vas-y, exemple vas-y. de champ. C'est qu'en réalité, C'est ça. tu te dis que ça vient servir ton activité principale, et d'où l'idée d'avoir ce master project sur lequel tu builds des compétences ou des projets annexes qui participent, entre guillemets, à ton master project et qui amènent aussi de la singularité dans ce que tu fais, quoi. Parce que Ouais. typiquement, il y a des gens qui vont venir euh, en coaching avec toi, peut-être parce que eux aussi, ils font du surf, ils adorent le chant, c'est des trucs qui leur parlent. Et il suffit que tu Ça en arrive. parles sur un post LinkedIn, ils vont se dire, bah, tu vas créer un effet d'aimant magnétique parce qu'en fait, ils Mhm. arrivent à dire, ok, bah, en fait, on a les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, quoi. Mhm. Hmm. Ouais, c'est vrai que ça arrive. C'est souvent, tu retrouves des effets miroirs, en Je t'ai pas fait. invité parce que j'étais chanteur, hein, pour le coup. Non, il y a un peu de non, surf, on avait parlé un peu de surf, il me semble. Ouais, ouais, moi, je surf, j'en ai fait une fois ou deux dans Ouais. ma vie. Je suis pas un grand surfeur, mais ça me parle. Ouais. Moi non plus, mais je pense que j'aime cette idée que le meilleur surfeur, c'est celui qui se marre le plus. Ok, Parce que c'est le fun. c'est l'idée. Euh, mais ouais, pour cette idée de, tu vois, de A et B, donc ils sont sur un plan horizontal, donc ils se bagarrent, c'est l'un ou l'autre. Quand je fais l'un, je fais pas l'autre. Et donc si on vient les remettre sur un plan vertical, A permet B, B contribue à A. Et je peux même aller, donc imaginons, voilà, je prends des cours de chant, ça contribue de mon coaching. Mais on peut même aller, ça aussi ça a des limites, mais on n'a pas le temps d'en parler. Enfin, si on creuse ça, ça a ses limites. Mais c'est vraiment Hmm. intéressant comme point d'accès. Et à un moment donné, tu peux te dire, moi j'ai repris la peinture il y a pas longtemps, ou tu peux te dire, je peins pour peindre. Hmm. Tu peins juste Et par je peux plaisir, faire, par kiff personnel, sans avoir envie voilà, d'en faire quelque chose. voilà, Hmm. sans avoir besoin de chercher à le justifier. Je peins parce que je peins. Et c'est ce que j'ai. Au début, c'était un projet de déco, mais je me suis rendu compte, hein, quand je me remets à peindre, ça faisait 20 ans que j'avais arrêté, eh ben, je le fais juste parce que c'est cool de barbouiller de la peinture sur un bout de Hmm. papier. Et c'est le seul truc quasiment où je suis pas dans une démarche de il faut y arriver. Bon, ça me Hmm. rattrape toujours parce que j'ai un projet en tête et il faut que ça ressemble à tel truc et machin. Mais je peux très bien me dire je peins parce que je peins et donc je suis la meilleure version de moi-même, je m'aime et je me permets de faire ce que j'aime sans chercher à le justifier. T'as pas besoin de Hmm. justifier à tout le monde que t'as envie de t'offrir ça ou que t'as envie de faire ceci. T'es grand, tu le fais parce que tu le fais. Là, il y a une vraie forme de liberté. Et Hmm. cette liberté contribue à qui je suis et qui je suis va faire son business dans le monde Ok. après. Ouais, Donc je peux le justifier en mode A et B, mais je peux aussi me dire, bah là, j'ai pas besoin de le justifier. Je le fais Hmm. Parce que tu as le envie de fait, le je le faire, fais. c'est du kiff, et t'as pas mis d'objectif derrière dessus, il n'y a pas d'objectif de certaine rentabilité, c'est juste par pur plaisir de faire, et C'est ça ça, reste un hobby assumé, exactement. qui a pas besoin Mm. d'en faire un business ou de faire du lien avec une activité principale que tu peux avoir. Exactement. Ouais. Sauf que une personne qui est constamment dans le A ou B, A ou B, A ou B, ou C ou D ou E, Hmm. c'est très difficile d'accéder de ça à ah vas-y Balek, je vais faire du pastel gras sur la plage. C'est super chaud, tu vois. Quelqu'un qui cherche la performance dans plein de choses et son énergie elle est dispersée, ça va être très difficile de passer au stade je fais un truc juste pour faire un truc. Il va falloir tout justifier. Et donc cette transition du plan horizontal au plan vertical avant d'arriver à un truc où je le fais parce que je le fais, c'est une étape qui est aussi transitoire. Hmm. Ok. Ok. Et Ouais. comment est-ce que tu fais du coup? Parce que imaginons, tu as quelqu'un en coaching qui comprend bien l'idée. Comment est-ce que tu fais sur du long terme pour quelqu'un qui a cette propension à faire du lien à la dispersion, on appelle ça comme on veut, les mêmes faces d'une même pièce. Comment est-ce que tu Mm. fais pour faire tenir ça sur du long terme avec quelqu'un que tu accompagnes? C'est quoi? C'est pour, Mm. tu mets du Ouais. cadre, tu mets de la structure, est-ce que tu...
comment est-ce que tu fais pour qu'il n'y ait pas de... Attends, ouais, qu'on adhère à l'idée, quoi. Ouais, c'est assez difficile de répondre à la question telle quelle, parce que là, tu vois, on parle de principe, mais je parle rarement du concept du coaching à décrire qu'est-ce qu'il faudrait faire. En fait, ce Hmm. qui arrive dans un coaching, ça arrive parce que ça arrive, et ça arrive en conversation, et ça arrive Hmm. sur une période de temps donnée entre deux individus qui se parlent ou un groupe qui évolue ensemble. Donc, donner une carte. Moi, j'ai pas de GPS en coaching, tu vois. On peut pas, tu Hmm. vois. Pour moi, mon coaching, en tout cas, c'est plus Magellan, tu vois. On prend les bateaux et on traverse et on va peut-être trouver un endroit où on peut peut-être passer, mais on sait pas où, ni quand, ni s'il y Hmm. aura à manger ce jour-là. C'est pas genre le GPS et je sais qu'il faut que je passe par la 13 et que je m'arrête à tel Hmm. endroit parce qu'il y a pas de carte en fait. Ceci étant dit, euh, je prépare, je fais incessamment sous peu là. Je donne pas de date parce que je sais pas quand est-ce que vous regarderez ça, mais je bosse en ce moment sur le sujet de la haute performance. C'est un truc qui m'a toujours intéressé. Ok. Euh, et donc là, je suis en train de vraiment de bosser autour de ça avec un webinaire qui est en prépa. Et on va parler des 5 piliers de la haute performance. Mais en fait, ce qui se passe, donc la haute performance, c'est pas une compétition, c'est une façon de vivre. Et donc, on, on va se dire que le talent et le succès, ce sont deux choses différentes. Je peux avoir plein de talents avec un S Hmm. et pas avoir de succès. Et donc, si ce qu'on cherche, c'est une certaine forme de succès euh, ou de la performance dans un endroit de ma vie, il y a plusieurs piliers pour ça. Ok. Et donc, parmi ces piliers, il y a, enfin, le truc principal dans la haute performance, c'est l'intention. Hmm. C'est vivre de manière intentionnelle. Vivre de manière intentionnelle. Et plus je vais être intentionnel, plus ça va être facile de créer du focus. Hmm. Et pour venir soutenir l'intentionnalité, il y a plusieurs piliers, notamment la curiosité, l'attention, l'intégrité, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les habitudes, Hmm. la volonté. Et ces différents piliers, on peut déjà en prendre conscience et on peut aussi les éduquer et les développer. Hmm. Donc j'ai la haute performance qui est ma quête. Pour aller chercher la haute performance, il faut, plus je veux avoir de la performance, plus je vais aller chercher de l'intention. Et pour soutenir l'intention, je vais avoir différents piliers. Ok. Ok. Mais maintenant, qu'est-ce qui va me permettre de travailler sur ces différents piliers qui sont en fait vivants à l'intérieur de moi? Bah, c'est ma relation à moi-même. Donc on en revient au premier point, confiance en soi, amour propre, c'est Aussi, ça parti. c'est un Hmm. des aspects de ma relation à Hmm. moi-même, mais par exemple ma gestion du stress, c'est un Hmm. aspect de ma relation à moi-même. L'empathie, ça va être aussi par rapport aux autres. Ma compréhension de mes émotions, c'est mon rapport à moi-même. Et donc globalement, si je veux travailler sur ces piliers, je ne vais le faire qu'à la mesure où je suis en relation avec moi. Ma relation avec moi va définir ma relation avec le monde, avec mes clients, avec mon business, avec les gens qui m'entourent. Et donc en fait, je vais me mettre comme ça, on a la haute performance, l'intention, les piliers de l'intentionnalité. Pour les développer, je suis en relation avec moi-même. Et en fait, qu'est-ce qui me permet d'être en relation avec moi-même? C'est mon dialogue intérieur. Hmm. Comment je me parle? Et donc là, c'est de la méta-conversation. C'est avoir des conversations à propos de comment je suis en conversation Hmm. avec moi-même, comment je suis en conversation avec le monde. Et sur l'aspect de la performance et de l'intentionnalité, je vais développer ma conscience de moi et mon dialogue intérieur de manière à pouvoir me dire, attends, on avait dit qu'on faisait ça, t'es en train de faire ça là. Hmm. Pop, 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 tu veux pas remettre l'eau au bon endroit? Ou alors, attends, qu'est-ce qu'on avait dit l'autre fois? Ah, je suis en train de me prendre la tête, là, je suis en tension parce que A ou B. Ah, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Bon, on pose les crayons, on les remet dans le bon sens. Donc, si j'ai des conversations sur la manière dont je me parle à moi-même, bah là, je peux commencer à faire les changements. Hmm. Et le coaching, c'est une grosse partie, enfin, de la manière dont je travaille, c'est pas, non, c'est pas la manière dont je travaille, mais le coaching, c'est accéder à soi d'une certaine manière. Donc le coaching est un des outils que tu utilises pour avoir justement des angles morts un petit peu. Enfin, tes clients ont des angles morts sur voilà par rapport à l'objectif qu'ils ont pu se fixer.
Les Mhm. rendez-vous que tu as avec tes clients permettent justement de voir, ok, est-ce qu'on est toujours aligné avec les objectifs? Est-ce qu'on n'est pas en train de se, de pas écouter ce qu'on s'était préalablement dit? On est en train de se redisperser. Euh, et tu peux avoir des outils, bah, comme tu disais, d'introspection, j'imagine, comme la méditation, comme le journaling, comme ce genre de choses-là qui peuvent te permettre de, ok, avoir un suivi un petit peu du dialogue interne que tu as au quotidien. Et est-ce que ça vient soutenir les objectifs que j'ai en ce moment Mm. pour éviter de bah, là, se redisperser, entre guillemets, quoi. Ouais. Il y a deux choses qui viennent en t'écoutant. Euh, une première qui revient sur la question d'avant, mais c'est que, en gros, la clé, j'adore cette citation de Vincent Lindon. Faites des rêves immenses pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant. Hmm. En fait, il faut une bonne raison. Ça, c'est super agréable. Quand t'as passé toute ta vie à vivre comme ça, déjà, tu sais pas faire autrement. Et ça a le mérite d'être super agréable. Donc, il faut une bonne raison de faire ça. Il faut une bonne raison Hmm. de faire ça. Et donc, pour moi, c'est faites des rêves immenses pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant. Et que ce rêve-là, donc c'est une vision de vie. Qu'est-ce que je veux? Une vision qui soit multidimensionnelle. Pourquoi? Parce qu'on veut du succès, mais on veut aussi de l'épanouissement. Le succès sans épanouissement, c'est le pire des échecs. Donc, comment je vais aller chercher un succès épanoui? Bah, en ayant une vision multidimensionnelle Hmm. dans laquelle je ne m'oublie pas. C'est pas genre je suis riche et je suis tout seul et malade. C'est voilà ce que je veux là, sur les 12 piliers de ma vie. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et cette vision-là, on va la poser à 3 ans par exemple, qui est suffisamment proche pour pouvoir me projeter, suffisamment loin pour avoir une piste de décollage. Hmm. Et cette vision que je vais m'attacher à concevoir va me permettre d'affûter mon intention. Elle est suffisamment grande pour pas que je la perde de vue. Et elle devient non plus une destination, pas uniquement, elle devient aussi une source d'énergie. Hmm. Et c'est la beauté de cette vision et l'amour que je vais mettre dessus qui va m'aider à chaque fois à me dire à faire ces choix-là Hmm. ou à faire ces choix-là. Dans mes habitudes, donc ma grande vision, elle est loin, mais c'est une source d'énergie. J'ai téléchargé Enfin, je suis allé inviter mon futur dans mon présent. Et je me comporte pas comme aujourd'hui, je me comporte comme celui qui a déjà accès à cette vision-là. Et ensuite, c'est de la pratique. Hmm. C'est est-ce que je pratique la conversation donc avec mon coach en groupe? Est-ce que je journal? Est-ce que je suis à l'écoute de ce que je ressens, de ce que je veux, euh, pour ne pas retomber dans mes vieilles habitudes de Hmm. comportement. Ça me parle, ça me parle. Donc vraiment, Donc il y a des, pardon, donc il y a des insights en fait ah putain j'avais jamais vu les choses comme ça, personne m'avait expliqué ce truc horizontal, vertical, master projet. Ok, ça j'ai compris, intellectuellement j'ai compris. Le travail sur la vision pour aller en gros, on va où? Hmm. Et pourquoi j'ai une bonne raison d'arrêter de m'éparpiller? Bah, parce que c'est ça que je vais chercher. J'ai pas le temps de m'éparpiller. Je vais chercher ça. Et ça, c'est largement assez grand pour se dire, vas-y, j'ai de quoi T'as de quoi m'éclater. faire. Ouais, j'ai de quoi faire. Ouais. Et c'est ça que les gens voient pas juste, généralement au début. Hmm. Et après, il y a la pratique. Je parle de discipline. Pour moi, le dialogue intérieur, la manière dont je suis en conversation avec moi-même, c'est en fait une pratique, c'est une discipline, ça se transmet. Et on pratique comme un art martial ou comme Tu apprendre à crées une faire ses gammes. habitude Ça se derrière et ça devient un pratique. Ouais. comportement et puis ça se réalise. Ok. Super intéressant en tout cas cette vision imagée comme tu peux plus Mm. l'expliquer. Je trouve que c'est super chouette parce qu'au final, je trouve que quand tu mets du visuel, bah, toi qui as baigné dans le milieu du design, tu sais bien que c'est beaucoup plus parlant. Et j'aime bien cette idée de mettre des et des visions verticales, horizontales. Mm. Et je pense qu'effectivement, tu as raison. Je reviens sur cette idée d'avoir une vision forte. Euh, je pense que c'est important. Moi, tu vois, c'est un truc que je sais que je fais pas assez. Par exemple, j'ai une vision qui est dans ma tête,
mais Mhm. quand c'est pas mis par écrit, euh, en réalité, tu reviens pas dessus. Est-ce que toi, tu sais qu'à l'époque, je sais que ça se faisait beaucoup dans le milieu du développement personnel, du coaching. Est-ce que toi, tu as ta vision, que c'est un espèce de vision board ou des trucs comme ça, ou comment est-ce Mhm. que tu fais pour, tu vois, revenir sur cette vision? Comment ça se passe concrètement? Parce que moi, typiquement, j'ai dans mes cahiers des visions qui sont posées, mais je reviens pas spécialement dessus. Est-ce que toi, tu t'es mis Mhm. une espèce de routine, de rituel pour revenir dessus? Comment est-ce que tu fais, tu vois, quand tu as potentiellement des moments où tu t'écartes de J'ai, cette euh, vision-là? j'ai là, tu vois, sur mon téléphone, j'ai des raccourcis Ok. avec, donc c'est écrit, ma vision en multidimension, elle est écrite. Modulo, je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, enfin c'est pas que je devrais, j'aimerais la mettre à jour. Donc je suis pas parfait, donc j'ai besoin de l'exprimer parce que j'ai pas envie de prétendre que voilà. Mhm. Mais j'ai une vision euh, je suis encore largement très proche de ce que je veux. J'ai encore des ajustements à faire. Mais j'ai un document sur ma vision 2027. Il y a 16 piliers dessus. 2027, et ça c'est au présent. Voilà comment je suis physiquement, en vie, tu vois, sur le plan financier, sur le plan business, sur le plan de mes clients, sur mes types d'offres, sur ma relation amoureuse, sur où est-ce que je vis, mes potes, voilà. Et donc je me suis dit, ah, ça ressemble à quoi? C'est Define Success, ça ressemble à quoi le succès en 2027 pour moi? Mhm. Et j'ai un document pour ça. Ok. Et j'ai d'autres documents. J'ai ce que j'appelle une déclaration d'avoir et une déclaration d'être. Donc ma Mhm. déclaration d'avoir, c'est assez proche de la vision, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher dans l'environnement extérieur. Et la déclaration d'être, ça c'est qui je suis, c'est quasiment immuable en Mhm. fait. C'est quoi l'essence de qui je suis. Et j'ai ces documents-là à portée de main. J'en ai des versions audio. J'ai un raccourci sur iPhone qui me lit mon document avec la voix si je veux. Donc quand Ok. j'ai pas le temps, je peux appuyer sur un bouton et ça me dit qui est Charlot. Ok. Et du coup, tu reviens régulièrement dessus quand tu sens que tu t'en éloignes ou quand tu as des moments de doute ou comme tout le monde peut avoir, quoi. Oui. Et idéalement, en ce moment, c'est des choses avec lesquelles j'ai eu des périodes de ma vie dans lesquelles c'était quotidien, voire même matin et soir. Mhm. Pour l'ancrer, pour créer des schémas de Mm. répétition, quoi. Mm. Ouais. Ok. Super intéressant. Super intéressant. Je sais qu'il y en a qui font aussi ces fameux vision boards, ces trucs que tu as déjà fait. Oui, Toi qui es oui, très dans le oui. design et dans l'imagé. Ouais, ouais, j'ai eu plusieurs vision boards. Ouais, ouais. Ok. Intéressant. Ça marche bien parce que les images ont aussi une certaine force. Ouais. Euh, ouais. Ok. Super. Écoute, je vais t'amener progressivement sur les dernières questions du podcast, Charlot. Je vois que ça fait 1h20 qu'on discute et je voulais pas faire durer plus d'1h30. Je pose des questions à tous mes invités qui sont toujours à peu près les mêmes. Ça me permet, tu vois, d'avoir un peu un petit bagage de réponses différents pour toutes les questions. C'est toujours intéressant. La première Mhm. question que j'aimerais te poser, est-ce que tu aurais un livre à me recommander? Oui, Ah, évidemment. La question, c'est je- lequel? Ouais, lequel? Et ça, c'est toujours le plus difficile. Est-ce que tu as lu ça? Ah, non, non, The, pas du tout. The Creative Act, A Way of Being. C'est un livre de Rick Rubin. Rick Rubin, c'est un des plus grands producteurs mondiaux Ouais, je connais de nom, ouais. qui a bossé avec les plus grands artistes du monde. Et en fait, ce livre, donc il y a deux choses. Il y a l'acte de création et A Way of Being. C'est une manière d'être. Hmm. Et pour moi, tout va être amené à qui tu es. Tes résultats, pour moi, c'est ça. C'est tes résultats, ils viennent de tes actions. Tes actions, elles sont déterminées par qui tu es ou ce que tu es. Et donc, si tu veux changer tes résultats, tu changes tes actions. Si tu veux Hmm. changer tes actions, tu changes qui tu es. Et ce bouquin-là, il est formidablement bien écrit. Il est autour de la démarche de création. Mais c'est pas uniquement la création artistique. Et c'est ça, le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport aux habitudes, le rapport à la page blanche, au syndrome de l'imposteur, au jugement. C'est un bouquin qui est formidable. Ok, Euh, voilà. ok, Il y a bah, un autre livre pour moi qui est incontournable, c'est You Square. Donc
ou alors Vous au carré, Ok. qui est dans le top 3 de Bob Proctor. Alors on est plus sur des choses on parlait de la vision. C'est un petit bouquin, ça vaut 10 balles. Ça se lit en 40 minutes. C'est life-changing. Il y a des gens qui ça plaira pas, mais pour moi, c'est assez incontournable. Ok, bah je me note les deux références. Le premier, ça me parle beaucoup parce que Rick Rubin, je le vois souvent passer, tu sais, il est souvent invité chez les Huberman et compagnie, les Ouais. Joe Rogan, et j'ai jamais plongé un peu dans ce qu'il fait, donc je savais pas qu'il Mm. avait écrit un bouquin, donc je vais aller Mm. regarder ça. Merci pour le partage. Euh, les deux sont dans mon top 5. Ok, ok, cool. Voilà. Pour pas dire mon top 3. Ah, ok, cool. Est-ce que tu aurais un invité ou une personne que tu aimerais bien voir passer sur ce podcast dans ton réseau? Tu me prends de court. Bon, t'inquiète, le premier truc qui te vient. Euh, Avec qui t'aimerais avoir des conversations? Ça peut être soit des entrepreneurs, soit ça peut être des coachs, soit ça peut être des personnalités atypiques. Donc c'est assez large. Voilà, je pense à Kélian Laloué. Ok, Ouais. Qui est hôte du podcast 10K Social Club, qui est très actif sur LinkedIn. ok. Euh, et voilà, si tu veux avoir plus de. Si tu veux aller voir son profil. Euh, mais ouais, je vais suivre mon intuition au lieu d'aller dans l'intellect, Ouais, ouais, la très bien, mais c'est réflexion. ce que je Le veux. premier nom qui m'est venu à l'esprit, c'est Kélian. Et j'ai vraiment envie de lui faire la passe. Ok. Donc voilà, ce sera un plaisir de vous mettre en relation. Ah bah carrément. Qu'est-ce qu'il fait? Il est coach dirigeant. Qu'est-ce qu'il fait? Il accompagne les gens sur LinkedIn, mais il a aussi d'autres boîtes à côté. Et qu'est-ce que je peux te partager de plus autour de ça, Ok, hein? donc il est un ton profil entrepreneur dans En- l'accompagnement, il, quoi. ouais, il a fait pas mal de choses. Il est solopreneur, alors il a du monde autour de lui et il accompagne notamment sur le fait d'écrire et de progresser sur LinkedIn. Euh, c'est aussi, voilà, c'est un mec que j'apprécie particulièrement et que je pense qu'il sera un guest, De qualité. ouais, moi, je vous vois très bien avoir de belles conversations ensemble. Donc, Ok. ouais, Ok, trop cool. je pense que ça match. Bah carrément, bah Ouais. j'irai voir un peu ce qu'il fait et je demanderai son contact. Troisième question, est-ce que tu aurais une expérience à nous partager qui était marquante pour toi durant ces dernières années? Une expérience à partager. Quelque chose qui t'a fait un déclic. Ça peut être vraiment de tout hein, pour le coup. Ouais, pareil, je vais suivre mon intuition, ce qui vient en premier. Euh, Il y a une notion déjà, c'est que tout ce qui n'est pas sous ton contrôle n'est pas nécessairement contre toi. Mhm. Euh, J'aime cette phrase et l'autre chose c'est où j'habite. Donc l'histoire c'est que je te l'ai déjà raconté, non? Je sais pas si je te l'ai déjà Je crois raconté. pas. Non. Je sais où t'habites, mais Euh, l'histoire, je crois pas que je l'ai. c'est comment je suis arrivé là. Euh, je venais traîner mes guêtres au Pays Basque, donc j'habite à Biarritz, juste à côté. Quand je suis rentré, donc après Bali, l'Ukraine, moi j'avais deux bagages, hein. Je suis rentré en France, je faisais du clic-clac, du Airbnb, de la chambre d'amis, avec deux bagages et une guitare. Euh, et je venais bosser de temps en temps ici au Pays Basque. Et, euh, et mon projet, c'était de partir au Portugal, à Ericeira, qui est juste à côté de Lisbonne. C'est aussi un Hmm, super spot de surf, un hub un peu digital nomade, remote worker aussi. Je voulais retrouver ma vibe balinaise, mais en Europe, pour être plus près de la hmm. famille et des amis. Et en fait, fin août 2021, je suis en vacances ici avec une copine et je me dis, en fait, c'est vachement bien ici. Et le Portugal, ça me branchait de moins en moins, c'était de plus en plus compliqué. Pourtant, j'avais toutes mes affaires, la voiture était chargée et tout, il n'y avait plus qu'à partir. Mais je repoussais, je repoussais. Et puis là, j'appelle une copine, qui est concierge Airbnb, et je lui dis, t'as pas un truc à louer? Je resterai bien un peu plus. Elle me dit, Ok. écoute,
Celui dont je te montrais les photos en juin, il est disponible samedi. Si tu veux, tu le prends, tu le testes pendant un mois. Si tu le kiffes, tu le gardes. Et ce qu'il faut savoir, donc là on est fin août. Et ce qu'il faut savoir, c'est que genre 3-4 mois plus tôt, j'étais dans le coin, je vais chez le barbier, chez le coiffeur, quoi. Et j'arrive là, il y a une côte, j'arrive en haut d'une côte. Et là, il fait un temps mais magnifique, tu vois, grand bleu, soleil et tout. Et je vois la nature, les arbres, les pins, les palmiers, les toits en tuiles. Vraiment, tu sais, ça fait un peu un mélange, genre le Roi Lion mais à San Francisco, tu vois, genre, Ok. waouh, voilà, il y a, tu vois, ouh, c'est la vue comme ça. Je me dis, putain, je kifferais trop vivre ici, c'est trop stylé. Je vais chez le coiffeur, et donc c'était dans cette rue. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le logement qu'elle me trouve, eh ben, il est en face. Il est Incroyable. juste en face de cet endroit où Incroyable. j'ai eu cette idée-là, tu vois. Le truc me plaît, me va, mais juste comme un gant. Et il est à 5 minutes de la mer à pied, tu peux pas aller plus loin. C'est la barrière de la plage, Mm. sortie de la. Voilà. Et ça, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Et, donc je me retrouve dans ce truc-là. Les baux ici, c'est un peu le bazar. L'été 2022, je dois libérer le logement parce qu'il est loué l'été. Mais dans ma tête et dans mon journal, le matin, j'écrivais, parce que le logement à côté était vide. Je me disais, un jour, j'aurai le 14 et j'aurai tel Mm. numéro et tel numéro. Et je kiffe tellement l'endroit qu'au lieu de me prendre un logement à l'année, c'est un peu compliqué au Pays Basque, hein, vraiment. Au lieu de me prendre un logement à l'année, je reviens, je me dis, je préfère faire un autre été comme ça où je dois me barrer que d'aller vivre ailleurs dans un truc que je kiffe Bah moins. ouais, carrément, Donc ouais. je, C'est pas bête, ça. voilà. Donc je reste. Ok. Et un jour, j'ai une de mes voisines, Martine, elle vient me voir, elle me fait Charles, il faut qu'on parle. Ah bah oui, si tu veux, Martine. Alors, je suis en train de racheter le numéro X. T'en parles pas, c'est pas fait, hein. Je suis en train de le remettre à neuf. J'aimerais bien te le louer à l'année. Ok. Et en fait, c'est exactement le même modèle, mais remis à neuf avec une véranda en plus. Et du Incroyable. coup, tu vois, je suis juste resté collé là. Et ça, pareil, tu veux le faire exprès. Tu vois, c'est Tu un le truc fais pas. off-market. Tu veux le faire exprès, tu peux pas y arriver, tu vois. Mm. Et c'était ce que je voulais. Mm. Et ce truc-là, ça marche dans d'autres endroits de la vie. Et ce qui n'est pas sous tout contrôle n'est pas nécessairement contre toi. Et des fois, en fait, on est fatigué, on n'a pas envie de sortir de chez soi. Mm. Et en fait, on va invité par des copains dans un truc un peu farfelu. Et là, bam, il y a quelqu'un qui dit, tiens, au fait, machin, connexion. Mm. Et ça te change la life. Et ça, ce Mm. truc-là, dans le canapé, on le voit pas toujours. Mm. Super intéressant. Euh, voilà. Ah, mais J'adore vivre comme ça. ça me parle, bah, effectivement, c'est de ce truc de se dire, en fait, tout, t'as pas un contrôle sur tout. Des fois, ce que tu penses, ce sur quoi tu penses que tu as un contrôle, des fois, en fait, le fait de lâcher prise sur les choses arrivent toutes seules d'une certaine façon. Ça veut pas dire qu'il faut s'endormir sur son laurier, Mm. mais voilà, la vie est pleine de surprises et des fois, elle a un plan que toi, t'avais pas en tête, quoi. Ok, super histoire. Trop Ouais. cool. Trop cool. Ravi que ça te parle. Dernière question, la plus philosophique, qui fait écho au podcast. C'est quoi pour toi la définition d'être aligné? Ce qui te vient, réfléchis pas trop. J'ai tout vu sur le podcast. Des plus simplistes aux plus compliqués, aux plus abstraites que vraiment ce qui te vient intuitivement. J'ai failli te dire, j'en ai aucune idée. J'ai aussi failli te dire, pareil, tu sais, tu me prends de court, j'ai pas préparé. Alors que j'aurais, en plus, celle-là, franchement, j'aurais pu, j'ai pas préparé. Ouais, mais c'est le but. C'est que c'est Mais ce qui c'est pas, vient. Hmm. exactement. Euh, Moi, ce qui me vient, c'est que, tu vois, c'est un petit peu comme, beaucoup de gens cherchent souvent l'équilibre. On parle de l'équilibre pro Hmm. perso, garder l'équilibre, maintenir l'équilibre. Moi, je crois pas en vraiment cette idée. Je pense que la vie, c'est une danse constante avec le déséquilibre. Hmm. Et en fait, on passe sa vie à se balancer Hmm. pour, pour rester un peu au milieu.
Et je pense que l'alignement, on est probablement proche de quelque chose d'un petit peu comme ça, c'est-à-dire que oui, ça peut être un état déterminé, mais c'est peut-être un peu une quête comme une étoile polaire, un truc que Mm. tu vas chercher à rester centré autour de ça. Euh, et surtout, je pense que à partir du moment où tu penses que tu es aligné, t'es pas aligné parce que tu es en train de te juger. Et que Mm. vraiment, si on va dans l'absolu de l'alignement, c'est quand bah, t'existes plus, tu vois, tu es dans le flow. T'es, Mm. enfin, il y aurait plein de définitions. Tu peux avoir l'alignement par rapport à mes visions, mes objectifs, est-ce que je suis à ma place, tout ça. Mais on peut se dire vraiment aussi que euh, à partir du moment où je pense est-ce que je suis aligné ou pas aligné, je suis pas aligné parce que je suis Mm. en train de me demander si je suis aligné. Mm. Et si je J'avais pas pensé à et ça, donc ouais, ok. et donc est-ce qu'on peut pas se dire que être aligné avec toutes les autres définitions, il n'y aurait pas aussi une idée de, non pas de concept, mais d'expérience. Mm. Et que je fais l'expérience d'être aligné dans l'absolu, seulement dans le présent, tout de suite et maintenant, et quand je m'oublie. Et que je suis vraiment connecté, je suis dans le flow, je suis dans ce que je fais. Ou Mm. je suis présent avec la personne qui est en face de moi, je suis là. Je suis pas en train de penser à ce que je vais dire, je le fais, je le dis. Mm. Et c'est pour ça que c'est plus une expérience. Mais bon, c'est une approche, et puis Non, c'est mais un peu une... ça me parle, je rebondis sur bah, déjà ta première réponse. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que l'équilibre pro perso, en fait, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'on est constamment dans un déséquilibre et avoir Mm. un équilibre parfait, ça n'existe pas. C'est le meilleur moyen, entre guillemets, de pas expérimenter pleinement la vie, ça je te rejoins. Et j'avais pas pensé à la deuxième partie dont tu parlais. Et je pense que je suis un peu comme toi dans cette idée que c'est un processus, c'est une expérience à vivre, et qu'en soi, il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de finalité. On est déjà, à part sur des moments clés, comme tu disais, dans un état de flow, là, tu as des moments, des expériences où tu te sens pleinement aligné dans ce que tu es en train de faire, Mm. dans un moment. Mais en soi, on est constamment dans un déséquilibre, et je pense que la vie est faite pour être vécue, pour essayer de petit à petit réduire un peu ces moments de déséquilibre ou ces périodes où on est déséquilibré pour de Mhm. plus en plus passer du temps dans cet alignement-là. Mais l'alignement parfait n'existe, à mon sens, pas. Enfin, en tout cas, je pense pas. Je pense que c'est comme toi, un peu à travers des expériences, des moments clés, et que le but, c'est peut-être de passer de plus en plus de temps dans ces zones-là de flow, d'alignement profond, quoi. Ouais, ouais. Après, il n'existe pas, ou alors il existe, l'alignement parfait, mais il est un peu comme le soleil, c'est-à-dire il est loin de nous, tu Mhm. vois. Donc il existe, et juste je peux pas le choper et le garder et me dire bon bah c'est Ouais. bon, je l'ai, c'est fini. Mais peut-être que, tu vois, si on garde sur cette idée de jugement, j'arrête de me regarder vivre, je vis, Mhm. j'arrête de me juger, je vis, et donc plus je suis aligné, plus je fais l'expérience d'être aligné, moi je me pose la question est-ce que je suis Mhm. aligné, est-ce que je suis désaligné? Et donc toutes ces choses de friction que qu'on s'oblige parfois à faire ou que les résultats qu'on cherche nous obligent à faire, on va pouvoir en fait plutôt que de rajouter des choses, en fait Mhm. enlever les distractions, enlever les jugements, enlever les croyances et c'est Saint-Exupéry qui disait que la perfection c'est pas quand il n'y a plus rien à rajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Mhm. Et donc Ça me si on parle. enlève en fait ces frictions ou les choses qui m'emmerdent, que j'ai pas envie de faire pour être au maximum dans bah, ma zone de génie et le plus en fait dans le présent, là où il y a justement pas de jugement. Mhm. Ça me parle. Ça me parle beaucoup. Ça fait écho à un concept qui me parle beaucoup aussi. Tu sais, c'est le concept que tu connais peut-être de via negativa de Nassim Nicolas Taleb, qui, qui voit beaucoup plus de vertus à enlever que d'ajouter. Et je pense Ouais. que c'est un peu la même idée, tu vois, c'est d'enlever l'innécessaire pour se focaliser Mm, sur l'essentiel et ce qui est dans notre zone des génies, quoi. Donc, mm. ça me parle, ça me parle. Cool. Dernière question qui n'en est pas une, Charlot, c'est pour tous ceux qui ont résonné avec tout ce que tu as partagé dans le podcast aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut te trouver, comment est-ce qu'on peut bosser avec toi, dis-nous tout. Mm. Ok. Alors, vous pouvez me trouver sur LinkedIn
Charlot Alizard, santé ou Charles-Louis Alizard. Vous pouvez me trouver sur Instagram, c'est OK Charlot. OK, OK Charlot, santé. Je mettrai tous les liens en Euh, bio. voilà, il y a mon site web okcharlot.com si vous voulez lire un petit peu plus voilà, l'histoire. Il y a pas mal de témoignages sur Insta, il y a des témoignages, y compris des témoignages vidéo sur mon site, qui pour certains, enfin même la plupart, vraiment méritent le détour. Pour travailler ensemble, la meilleure chose à faire, si vous êtes curieux de bosser ensemble, c'est de rentrer en conversation avec moi et on voit les choses au cas par cas. J'ai pas envie de voilà de pitcher quoi que ce soit. Il y a les renseignements sur mon site avec la manière dont les choses se passent. Mais la Mm. meilleure chose à faire, voilà, c'est de venir avoir une conversation. Soit soit je peux vous aider et à ce moment-là, je vous propose une conversation pour qu'on aille plus loin. Soit je pense que c'est pas forcément un bon fit, mais à ce moment-là, je vous dirai pourquoi et on prendra quand même rendez-vous pour se parler et je vous expliquerai ce que selon moi vous pouvez faire. Ok. Enfin, quoi qu'il en soit, rentrez en contact avec moi et il y a de grandes chances qu'on ait une conversation, elle sera utile, qu'on bosse ensemble, qu'on bosse pas ensemble. Je prends le temps de rentrer en conversation avec tout le monde ou presque la plupart du temps. Génial, génial. Bah écoute, je te Voilà. remercie Charlot pour ton temps. Merci pour tous tes partages là et ta sincérité et ton authenticité dans cet épisode. J'ai beaucoup apprécié tout ça. Je te remercie et puis on se dit à très bientôt. Merci Boris, j'ai apprécié l'invitation. J'aime beaucoup si ton énergie, j'étais euh, très énergique et t'as cette capacité à faire de l'espace et à me poser et c'est hyper agréable. J'ai pas vu le temps passer en vrai. On avait dit 1h30, on n'a pas réussi, mais je sais que On j'en est prends pas mal, on l'intégralité est pas mal. de la responsabilité. Non, un grand merci. Plein de bonnes choses et à très vite. Merci à toi. Salut Boris. Bon bah génial, super.